Duralex est voué à l'échec. Il n'y a aucune chance que ça marche. Ça a été testé dans l'histoire plein de fois. Et c'est choquant, hein, la quantité de politiques qui se sont émerveillés sur Twitter pour dire « Regardez, leur chiffre d'affaires monte ». Et d'un point de vue bénéfice, c'est pas joli. C'est toujours un manque de foi dans l'humanité qui te fait ne pas essayer la liberté. Mais il se trouve que quand on essaye la liberté, ça marche systématiquement. C'est quand même incroyable cette histoire. Le discours est trompeur sur qu'est-ce que c'est. On va pas nous dire que c'est la nouvelle économie de la liberté décentralisée, je sais pas quoi, mes couilles. Ça c'est Bitcoin, ça n'a rien à voir. Qu'on vienne pas me dire qu'un stablecoin USDT, ça sert à rien. C'est pas vrai. Moi j'utilise tous les mois. Tous les mois, j'utilise pour payer des gens en Amérique du Sud, en Middle East, etc., etc. J'ai voulu savoir quel était le processus historique qui avait amené Staline au pouvoir et faire des millions de morts en Russie. Bonjour à tous, bonjour messieurs, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Ah ça. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petit format hebdo de l'été. Habituellement on est juste Victor et moi, et aujourd'hui on reçoit Laurent. On te reçoit pas pour la première fois. T'étais déjà passé chez nous, je pense, il y a 6 mois, un truc du genre. C'était une vidéo qui avait bien marché. Notre audience l'avait appréciée. Donc nous, on voulait te recevoir à nouveau. Et je crois qu'on a vraiment choisi le meilleur moment pour te recevoir à nouveau, parce qu'aujourd'hui, on va parler de trois sujets. Le premier, ça va être le sujet Duralex. Donc c'est une fameuse entreprise qui se transforme en coopérative. D'après la gauche française et les étatistes, c'est une merveille. Il s'avère qu'on a quelques doutes. Donc on va essayer d'en discuter. Et puis ensuite, bien évidemment, on va parler du gros sujet. C'est Crypto IA autour du projet Bitensor avec leur token Tao, dont tu avais pas mal parlé, auquel on a un peu réagi et on s'est pris une avalanche de gens qui essayent de le défendre parce qu'ils sont attachés à leur bague. Donc on va en parler, tu avais bien creusé le sujet, donc ça va être intéressant. Et puis on finira par une petite pique, ça c'était pas prévu avant aujourd'hui, sur Luc Julia, qui est donc soi-disant le pape de l'IA français qui est en train de se faire défoncer. Malheureusement, il s'avère que ce monsieur est un scam, et on l'avait bien senti parce qu'il y a un an on l'avait débunké quand il parlait de Bitcoin, et il s'avère que même sur son soi-disant sujet de prédilection, c'est une fraude. Donc voilà le programme. Est-ce que ça vous va? Chargé, programme chargé. Let's go. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais rêvé d'avoir ce type de sujet de dissertation au lycée, punaise. Ce serait fou. T'imagines? Qu'est-ce que ce serait marrant? Il faudrait que l'éducation nationale ne soit pas une institution socialisto-communiste, et donc du coup ça n'arrivera pas. Comment détruire tes rêves? Alors, pour vous donner un peu de contexte, parce que j'ai fait quelques recherches rapidement sur Duralex. Donc à la base, c'est une entreprise privée, hein, classique, qui, suite à la guerre en Ukraine et l'explosion surtout du prix de l'énergie, s'est retrouvée dans une merde noire, tout simplement parce que eux, quand on dit que l'économie c'est de l'énergie transformée, c'est vraiment de l'énergie transformée vu qu'ils fabriquent du verre, donc c'est-à-dire des fours, c'est-à-dire beaucoup d'électricité, c'est-à-dire ils transforment de l'énergie concrètement. Et prix de l'énergie qui explose égale plus de business, enfin plus de rentabilité surtout. Donc ce qui s'est passé, c'est que entre 2020 jusqu'à 2023, leur chiffre d'affaires s'est effondré. Alors déjà, leur chiffre d'affaires, mais leurs bénéfices aussi. Alors les chiffres exacts, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important de suivre, c'est un peu la dynamique, c'est-à-dire que jusqu'à 2023, ils ont plongé. En 2024, ça s'est transformé en scope, donc en coopérative, en août. Là, ils ont recommencé à faire du business, donc à prendre un peu de chiffre d'affaires. Et cette année, a priori, le chiffre d'affaires s'élèverait à 31 milliards, en sachant qu'au bas de la crise, ils étaient à 24. Ce qui est intéressant à voir, pour le contexte, c'est les bénéfices. Parce que ça, c'est un premier point que les gens n'ont pas compris, c'est que le chiffre d'affaires n'est pas les bénéfices. Mais pour ça, il faut avoir fait un peu de compta. C'est pour ça que souvent, je sais plus qui c'est qui dit ça, je sais plus exactement qui c'est qui dit ça, je crois que c'est la fille de Charles Gave qui dit souvent que les hommes politiques n'ont jamais tenu une baraque à frites de leur vie. Et effectivement, si tu as tenu une baraque à frites, poum, tu montes en compétence et tu comprends la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Mais là, c'est trop élevé pour eux. Mais c'est choquant, hein, la quantité de politiques, généralement de gauche, qui se sont émerveillés sur Twitter pour dire « Regardez, leur chiffre d'affaires monte. » Ok, c'est un fait, hein, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et d'un point de vue bénéfice, c'est pas joli. Donc en gros, en 2023, ils étaient en perte, hein, logique. Actuellement, ils sont toujours en perte.
ils prévoient de réduire leur déficit sur l'année 2025 et ils espèrent arriver à l'équilibre en 2027, selon leurs projections. Donc pour l'instant, c'est une entreprise qui perd de l'argent, hein, que ce soit bien clair. Ils gagnent pas un centime. Et tout ça malgré, et après je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, malgré un total de 26,85 millions d'euros de subventions, directes ou indirectes. Alors il y a eu de la subvention de l'État, de la métropole d'Orléans, de la région, de coopératives, donc ça on peut dire que c'est privé mais c'est que 1,5 million. Eh oui, on a une autre activité. Non, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. D'un point de vue bilan comptable, en réalité, c'est pas grave d'être en déficit si jamais tu es dans une phase d'investissement. Donc en fait, ce qu'il faut regarder dans leur bilan pour savoir si c'est vraiment grave tout ça, c'est quelle est la part de leurs dépenses qui est de l'investissement pour de la croissance future. C'est-à-dire que par exemple, ton chiffre d'affaires c'est 100 et tes bénéfices c'est moins 10. Mais si dans tes dépenses, donc ça veut dire que tu dépenses 110, mais si dans tes dépenses, par exemple, il y a 30 et que ces 30 vont te permettre de faire de la croissance dans les 10 ans à venir, en réalité, faut les amortir sur 10 ans. Donc en fait, faut compter 3, pas 30. Et donc du coup, si ton pari de croissance future fonctionne, eh ben c'était un bon investissement pour la croissance de ta boîte. Sinon, c'était de la merde. Alors, est-ce que Duralex est en train d'investir pour gagner des parts de marché, construire des usines, acquérir des moyens de production ou ce genre de choses, ou est-ce qu'ils sont tout simplement en train de crever doucement parce qu'ils sont dans une sorte de déficit chronique? C'est ça le truc. Mais je pense que personne n'a fait le job sur Internet parce qu'il y a personne qui a tenu une baraque à frites précédemment, quoi. À voir. Et alors moi, des retours que j'ai eus, pour être tout à fait honnête, j'ai pas creusé le sujet jusqu'à analyser chaque ligne du compte de résultat. Ce qui ressort très souvent, c'est qu'ils sont en déficit structurel, c'est-à-dire que la boîte n'est pas rentable. Non mais c'est sûr. Te perds pas du temps à regarder le bilan. Ils sont en déficit structurel, c'est certain. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin de faire de COP ou de je sais pas quoi, tu vois. Ils en seraient pas là. La boîte existe depuis 1927, hein. Pour que les gens comprennent, c'est que c'est une vieille boîte. Donc ça veut dire que, à moins qu'on se situe pile dans la période où ils ont besoin d'énormément réinvestir pour être rentable, c'est que normalement c'est une boîte qui devrait gagner de l'argent si elle était bien gérée et si son business était pérenne. Ce qui, à mon sens, ça ne l'est juste pas en fait. Et qu'on est en train de faire du protectionnisme à 3 balles pour se dire c'est un fleuron de l'industrie française, les verres Duralex, parce que tu sais c'est les verres de cantine qu'ils fabriquent là. J'adore, je trouve que c'est une entreprise j'ai de la tendresse pour eux. Simplement c'est le contexte dans lequel ils sont, c'est-à-dire dans un contexte d'énergie chère, de lois liées au travail qui est absolument impossible à gérer pour un entrepreneur. Enfin,
il y a trop de contraintes en France qui font que c'est impossible d'être une entreprise industrielle. Donc du coup, bah, les industriels crèvent et puis c'est tout. Tu peux pas faire pousser une plante sur une pierre, hein. Il faut du terreau. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va pas. Oui, bon, la plante meurt. Peu importe la qualité du jardinier, s'il n'y a pas de terreau, il peut rien faire le copain. C'est comme ça. Et au-delà de ça, moi, ce dont je voulais parler, au-delà du cas Duralex, qui est, je pense, une illustration, c'était aussi d'avoir votre avis et de débattre un peu sur le modèle de la coopérative en général. Parce que du coup, nous, on avait avec Victor debunk un gauchiste il y a 1 an, je crois aussi, sur le modèle des coopératives. Non pas que le modèle de coopérative ne devrait pas exister, au contraire, si des gens veulent faire ça, très bien. Mais le problème, c'est que la gauche française utilise cet argument pour dire, vous voyez, il faut transformer toutes les entreprises en coopératives parce qu'il faut que les salariés soient actionnaires directs, sinon on exploite leur capacité de travail. Du coup, moi, je voulais avoir un petit peu votre vision de la coopérative. Déjà, est-ce que c'est un modèle vraiment généralisable? Et est-ce que même de manière générale, c'est un modèle soutenable si on veut vraiment avoir des entreprises pérennes? Moi, j'ai juste une remarque à faire, c'est que en même temps, là, je faisais 2-3 recherches sur l'entreprise et sur ce qui s'est passé. Et tu mentionnais là qu'il y avait une crise avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et en gros, voilà, il y a eu ce moment où vraiment ils se sont retrouvés en crise structurelle parce qu'ils étaient incapables de faire des bénéfices et ils commençaient à être vraiment dans le rouge. Et en fait, en 2024, il y a eu une procédure judiciaire. Et parce que en fait, voilà, ils étaient trop déficitaires et l'entreprise allait couler. Et de ce que je vois, en fait, ce qui a poussé à passer sur une scope, c'est en fait l'État. L'État, les syndicats et soi-disant les ouvriers. Bon, j'imagine qu'ils avaient envie peut-être de pas faire crever l'entreprise. C'était ce qui leur était poussé. Mais ça veut dire quand même, il y a eu un moment où encore une fois, t'as l'État qui a dit non, en fait, on va pas juste laisser mourir. On va vous laisser encore une dernière chance parce que voilà, c'est un fleuron, l'industrie française est too big to fail. Et on va vous offrir encore la dernière possibilité de vous transformer en scope et de vous rapprocher d'un call-cause. Et c'est assez marrant parce que voilà, c'est toujours un peu le même processus. Moi, mon tech, je vais essayer de faire court parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié là depuis 1 mois. J'ai voulu savoir comment ça se faisait, quel était le processus historique qui avait amené Staline au pouvoir et faire des millions de morts en Russie. Ça m'intéresse. Et donc, du coup, j'ai creusé et je me suis dit, bon, il y a un des événements qui est intéressant et qui ressemble un peu à notre histoire, c'est le fameux moment Louis XVI, hein, le moment où on coupe la tête des gens. Et donc, du coup, en Russie, c'est la famille Nicolas II. Là, on a tué tout le monde, hein, Nicolas II, mais aussi sa femme et aussi ses enfants, pourquoi pas. Et donc, du coup, je me suis dit, comment on en arrive là? Et donc, du coup, je suis remonté un petit peu le fil historique. Et il y a un moment donné qui est très intéressant, c'est le moment où la Russie passe du servage. Donc, le servage, vous savez, c'est quand il y a un seigneur qui a des terres, et sur ces terres, il y a des gens, et ces gens, plus ou moins, appartiennent à la terre. Donc, c'est un peu un système qui est le système européen qui correspond le plus à l'esclavage. Mais c'est très différent de l'esclavage et c'est comme ça que l'Europe a fonctionné pendant très longtemps. Bref, quoi qu'il en soit, il y a un moment donné où Alexandre II, donc le grand-père de Nicolas II, il s'est dit, bon, le servage, c'est de la merde. En Europe, il y a une liberté économique. C'était un moment où le libéralisme, en fait, avait pris de l'ampleur et où les sociétés qui avaient adopté le libéralisme s'en sortaient bien mieux que les autres. Et donc, du coup, Alexandre II, il s'est dit, nous, on est à la traîne économiquement, on a du mal à moderniser notre économie, on veut investir à fond dans le chemin de fer et dans tout ce qui est moderne. C'est l'IA de l'époque, hein, le chemin de fer, faut comprendre ça. Et donc, du coup, il dit, bon, faut moderniser le truc. Le problème, c'est que, bon, comme les terres appartiennent à des gens, on peut pas vraiment exproprier ces gens et leur voler leur main-d'œuvre historique. Ça ferait effondrer le système. Donc il s'est dit, bon, on va faire une sorte de grand emprunt national, donc on va accorder du crédit aux paysans qui vont racheter leurs terres et donc compenser financièrement les personnes qui obtiennent ces terres. Alors il y a un énorme scam avec la Banque centrale,
le réserve fractionnaire sur le rouble argent de l'époque, etc., etc. Bon, tout ça, je passe, même si c'est très intéressant pour des bitcoiners. Mais ce qui est assez intéressant là-dessus pour le connecter à l'affaire Duralex, donc le zoom du zoom du zoom dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'à la fin, vous avez les paysans qui sont, pour la plupart d'entre eux, dans l'équivalent de de cette entreprise collectiviste à la Duralex. C'est-à-dire qu'ils sont dans un système qu'on appelle le système NIR, qui est, euh, qui est en gros, tout le village possède toutes les terres et chacun est solidaire des autres. C'est-à-dire que la terre n'appartient pas directement aux paysans, le moyen de production n'appartient pas directement aux paysans, il est dans un système collectiviste dans lequel bah, il va rembourser l'emprunt enfin le MIR va rembourser l'emprunt. Et si jamais il y a un paysan, par exemple, qui dans ce truc-là ne branle rien, et ben les autres sont solidaires des dettes. Ça, c'est déjà un problème. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que s'il y en a un d'entre eux qui fait plein d'enfants, et on va lui donner plus de terre. C'est-à-dire qu'on va vous prendre votre terre puisque votre voisin a fait un gosse, quoi. Donc, vous n'avez pas aucune incentive en fait à investir, à mettre en valeur la terre, à faire de l'irrigation, à faire des investissements dans des trucs comme ça, parce que tout simplement, les pertes comme les bénéfices sont socialisés. À partir du moment où vous êtes quelqu'un de bonne volonté qui mettait beaucoup d'efforts là-dedans, et puis 5 ans plus tard, vous apercevez que tous vos efforts en fait ont été cannibalisés soit par un de vos voisins alcooliques, soit par un de vos voisins qui aime beaucoup sa femme. Bon, bah, c'est quand même décourageant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une partie des paysans qui ont réussi à s'extraire du système MIR. Et on les appelle des kulaks. Donc eux, ça a été des gens qui ont réussi à sortir de ce truc-là et à posséder leurs terres en propre. Et devinez ce qui arriva. Et ben, ce qui arriva, c'est que ceux qui étaient dans le système MIR étaient à peine rentables ou un petit peu en déficit et donc du coup étaient tout le temps en train de crever de faim, n'arrivaient jamais à moderniser leur production de ce truc-là. Et les kulaks, eux, arrivaient à dégager une marge d'environ 30%. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient payé leurs dépenses normales, donc la bouffe, la nourriture, l'éducation des enfants, ce genre de choses, vraiment les dépenses, le bas de la pyramide de Maslow, ils dégageaient du 30%. Et avec ces 30%, eh ben, ils rachetaient des terres, ils grossissaient, ils devenaient de plus en plus riches. Et donc, du coup, on a in vivo un test collectivisme versus propriété individuelle. Et l'histoire nous enseigne que ce n'est pas le collectivisme qui gagne. Donc Duralex est voué à l'échec structurellement. Et il y a aucune chance que ça marche. Ça a été testé dans l'histoire plein de fois. Et long story short, comme disent nos amis américains, à la fin des fins, et le désespoir économique des paysans qui étaient dans le système MIR, combiné au fait qu'ils voyaient qu'une partie de la population s'en sortait hyper bien et que eux non, a créé un système dans lequel ils n'étaient pas objectivement dans une situation pire que 50 ans ou 100 ans avant. Enfin, ils vivaient pas beaucoup moins bien que leur grand-père. C'est arguable, hein. Faut gérer plusieurs paramètres, c'est assez compliqué, mais objectivement, c'était pas incroyablement pire. Par contre, voire un peu meilleur, parce que bon, après ils étaient arrivés à la fin de leur prêt, donc du coup ça allait un peu moins mal, mais en même temps il y avait la Première Guerre mondiale, de l'inflation, bon, bref, c'était compliqué. C'était pas ultra non plus la merde, mais le fait de pouvoir se comparer avec d'autres gens qui n'étaient pas dans le collectivisme, mais qui eux avaient réussi, a créé une jalousie énorme dans la société, et donc du coup ça a été un terreau fertile pour les collectivistes, les communistes. Et donc du coup, bon, bah, ça a été une boufferie, quoi. C'était des millions et des millions de morts. Voilà, c'est un peu ça. C'est Alexandre II a mal et la raison pour laquelle ces machins de MIR ont existé, c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que les paysans voulaient être dans un machin collectiviste à tout prix dès le début, hein. Les propriétaires, en fait, les propriétaires terriens, qui se sont dit, ouh là là, on va donner la liberté aux gens, et si jamais ils font faillite,
l'État va faire faillite et va pas pouvoir nous payer notre, parce ils ont pas reçu du numéraire directement, ils ont reçu une dette de l'État avec des traites d'ailleurs qui pouvaient échanger sur un marché secondaire, mais c'est pas la question. C'est-à-dire que les propriétaires terriens qui avant profitaient du système de servage se sont dit il faut quand même laisser les paysans dans une structure euh, équivalente parce que sinon ils sont gogol, la liberté ne marchera pas parce qu'ils sont trop cons. Voilà. Donc c'est toujours un manque de foi dans l'humanité qui te fait ne pas essayer la liberté. Mais il se trouve que quand on essaie la liberté, ça marche systématiquement. C'est quand même incroyable cette histoire. Bref, je donne pas cher de la peau de Duralex. Démerdez-vous les gars. C'est marrant, et j'invite tout le monde à aller lire ce livre. C'est La grève de Ayn Rand, Atlas Shrugged, le titre original. Et tout le livre, en fait, est basé sur exactement cette histoire. Bah, je vais spoil, je suis désolé. Je t'en prie. Mais mais en gros, tu l'as lu ou Moi, pas? je l'ai pas lu, non. Ok. Pas encore. En gros, c'est le protagoniste un peu principal de l'histoire, c'est John Galt, qui est devenu une expression courante en fait dans la population américaine. Genre, ils disent genre qui est John Galt comme ça, et en fait on comprend pas pendant tout le livre. Et au fur et à mesure, on commence à avoir des explications, on découvre qui est John Galt et on découvre surtout son histoire et qui nous explique en fait comment les États-Unis sont devenus un régime collectiviste. Parce qu'au final, c'est ça, c'est en fait il y a toute la Terre qui est devenue collectiviste, il reste juste les États-Unis et on assiste au processus de collectivisation des États-Unis. Et John Galt a été le premier observateur de ce système où en fait c'est parti d'une coopérative et où en fait il y a dans une usine un jour qui était la plus avancée du pays, le fondateur qui meurt, les enfants reçoivent les parts. Et en fait, c'est une bande de gauchistes qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ont toujours eu de la thune. Et d'un coup, ils mettent en place une politique socialiste interne qui est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et c'est là que tout part en vrille. Ça, Et c'est donc, en vraiment fait... copier-coller copier. Et, Non, mais ça, c'est une phrase qui est reprise, en fait, ouais, directement de du Marx et Engels. manifeste. Et en fait, bah après, tu vois toute la descente aux enfers où déjà les salariés, ils dépendent plus du mérite, mais c'est juste en fait bah, en fonction de voilà, est-ce que tu es malade, est-ce que tu as des problèmes. Au fur et à mesure, ça mène à tout un système de mensonges, de jalousie, de favoritisme, de corruption interne. Et en fait, bah, il y a un moment, John, qui était le cerveau actif et travailleur de l'entreprise, il dit bon bah allez tous vous faire foutre, moi je me barre et restez dans votre pauvreté. Et en fait, le système s'écroule et l'idée se propage. Et ça Ouais, finit c'est par fascinant. Ah non, un non, des... mais on m'avait déjà pitché le scénario, j'avais déjà trouvé extraordinaire. Je suis sûr que je Ouais. prendrai beaucoup de plaisir à lire ce livre quand je le lirai. Il est, Pour il l'instant, est incroyable. je suis dans un cycle, je suis dans le cycle des bouquins que j'ai achetés à Noël, là, enfin, que ma famille m'a offert à Noël, donc j'ai encore beaucoup de lectures. Mais bon, ils ont été orientés, hein, je leur ai donné une liste. Mais Ouais, moi, ouais, non, mais ça, c'est vraiment un des livres qu'il faut que je lise, évidemment. Il est tellement conseillé que voilà. Ouais, bah, je Mais conseille à tout le oui, monde hein, pour, le version roman, c'est intéressant, mais je pense que version, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est intéressant aussi, quoi. ouais. C'est pas comme si on n'avait pas essayé. C'est pas comme si on connaissait pas déjà le futur de Duralex. Et surtout, en fait, il y a un truc, moi, qui me fait mourir de rire là-dedans, c'est qu'à la base, tu as une entreprise qui est structurellement non rentable parce que, en fait, ce que tu mets en input dépasse ce Parce qui que les sort patrons volent, parce que les patrons volent, et tu le sais, Ah, ça. mais, C'est pour mais ça qu'ils sont non rentables. Sinon, tout le monde serait heureux s'il n'y avait pas les c'est ça patrons. qui est, c'est ça qui est fou. Non, mais en vrai, tu dis ça en rigolant, mais ce qui est fou, c'est que les gens sont là en mode, bah, regardez, c'est exactement ça. Ils tiennent ton discours, mais très sérieusement. Mais c'est juste, je sais pas, pour moi, c'est des calculs niveau troisième. T'as une entrée, une sortie. La sortie est inférieure à l'entrée, c'est-à-dire, on injecte plus de ressources pour en sortir moins à la fin. Et à quel moment le passage en coopérative va changer quelque chose à ça? C'est juste moi ma Bah, question. ça serait heureusement. Parce que si tu enlèves le patron de l'équation, tu enlèves la personne qui vole, et on passe de déficitaire à bénéficiaire. C'est tout. C'est ça Ah oui. il n'y a pas d'autre, c'est- Ouais. Mais c'est fou, je trouve que ça c'est tient fou en de. humain, hein, leur projet de société. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, normalement, tu te dis. Enfin, tu vois, si on pousse vraiment ton raisonnement par l'absurde jusqu'au bout, on se dit, bah, au moins, à la limite, si c'était une boîte rentable,
et que les salariés trouvent qu'ils sont à trop mal payés. Ils se disent on vire le patron, comme ça on récupère le surplus exploité de notre valeur travail. Why not? Mais la boîte ne gagnait déjà pas d'argent. Donc c'est-à-dire qu'en théorie, le patron, à moins de se verser, enfin, il devait se verser un salaire, Mais il n'y avait pas de dividende. Il n'y avait pas de, il y mais avait pas de... sur des structures intrinsèquement rentables, comme les terres exploitables en Russie au 19e siècle, même si tu collectivises la structure, elle devient non rentable. Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire, même si là on part d'une structure non rentable structurellement, donc c'est foutu. Mais même si tu partais d'une structure rentable et que tu faisais ça, eh ben ça ferait comme dans Any Rand. Tu vois ce que je veux dire, ça ne marcherait pas. Parce que les incentives, parce que les incitatifs des gens réalisent les pertes et collectivisent les gains. Au bout d'un moment, les gens de bonne volonté se fatiguent et les feignants s'épanouissent dans un système comme ça. Mais c'est mortifère. J'ai vraiment l'impression que c'est un effet de bord encore de la démocratie et du système, la démocratie sociale, où en gros, on veut pas encore laisser des gens finir dans la rue et de plus avoir de boulot. Donc en fait, on dit voilà, on coupe la tête, c'est pour l'image, on enlève le patron. Comme ça, en fait, si après on vous donne plus d'aide, on pourra pas dire oui, on aide les grands patrons. En fait, non, ça tombe dans la tête de tous les salariés. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a nationalisé la boîte, quoi. Et j'ai l'impression que ça va tout droit vers ça. C'est qu'en fait, voilà, ça va devenir une boîte publique sans trop qu'on s'en rende compte. Et ça va être accepté généralement. Et en fait, ça va être un nouveau truc déficitaire de la France. En fait, il y a un autre point qui est très important, c'est en France, qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas, ce n'est pas clair. Puisque tu as tout un tas de boîtes privées qui fonctionnent sur des commandes publiques ou sur des subventions. Et donc, du coup, quand tu es dans l'un de ces deux cas, tu n'es pas une entreprise privée. Or, tu es qualifié de privé dans les statistiques ou même dans l'idée des gens. Et c'est faux. Tu n'es pas une entreprise privée. Et il y a très peu d'entreprises privées en France, en fait. Ouais. L'État, c'est 60% de l'économie, déjà. Mais en plus de ça, dans les 40% qui restent, il y a une grande partie qui, en réalité, qui n'est même pas du privé. Mais tu penses pas que les 60% englobent déjà ça au final? Non. On peut se dire, voilà, chaque euro qui sort de la poche de l'État, on peut dire que c'est une sorte de proxy de savoir à peu près combien touche l'ensemble des sociétés françaises, tu vois, de cet argent. Non, parce que si tu prends d'un point de vue purement comptable et que tu te dis, bon, admettons, j'aime souvent prendre cet exemple parce que je le trouve particulièrement, ça illustre particulièrement la problématique des pilleurs d'État. Donc, tu prends le catalogue des trucs de l'éducation nationale, quand ils ont besoin d'acheter une chaise, une lampe, une applique murale, peu importe, c'est une espèce de catalogue, les écoles sont obligées de passer par ce truc-là, et les prix à l'intérieur sont complètement débiles. Genre, une chaise Ikea à 10 balles, et ils vont la facturer 250 balles. C'est des trucs comme ça. Ça passe parfois sur X, c'est particulièrement intéressant de regarder cela. Cette entreprise-là, dans les 60% du budget de l'État, ça va être considéré comme une dépense, ce truc-là, là, tu vois, la chaise à 250 balles. Mais l'entreprise qui, elle, fait des bénéfices en fournissant à l'État des chaises surfacturées, elle est comptée dans les 40%. Mais cette entreprise, on est d'accord que ce n'est pas une entreprise privée. C'est juste de la corruption. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des communistes déguisés en entrepreneurs, mais ça reste des communistes si tu enlèves le nœud papillon. Et moi, par rapport à... Donc combien il y a d'entreprises privées en France? Vraiment pas beaucoup. Surtout que c'est vrai que ça, c'est un point assez important que les gens oublient, c'est que faire ce calcul, il est quand même extrêmement difficile parce que en fait, il y a tellement d'effets de bord. Parce que pour moi, en fait, ça va au-delà du simple... surpricing d'un produit, de la subvention directe, de l'allègement d'impôts, tout ça, c'est que même des fois, il y a juste une loi. C'est pas forcément financier. C'est qu'il suffit qu'il y ait une loi qui te favorise et en fait, t'es fonctionnaire. Si on interdit la concurrence, ok, on te donne pas de l'argent, mais c'est la même chose, voire pire. Ah bah si, on te donne de l'argent en réalité. On te donne de l'argent. Si tu te dis, bon bah voilà, toi t'as le droit de te mettre sur ce pont-là et chaque mec qui passe, t'as le droit de lui prendre 10 balles. Donc c'est juste une loi, on t'a pas donné d'argent.
Bah, en Mhm. fait, on t'a donné de l'argent parce que tous les gens qui sont obligés de passer par le pont, ils vont te donner de l'argent. Donc, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Et c'est ça, hein. Ouais. Sauf que comptablement, c'est pas représenté. Et ça, il n'y a aucun moyen de le calculer. Donc, par exemple, Vinci, si on devait vraiment faire son bilan comptable et qu'on déduit les autoroutes qu'on lui a allouées de façon plus ou moins floue, le fait qu'en plus, on peut se dire, bon, bah, ok, Vinci, ils ont l'autoroute. Bah, normalement, dans un monde libre, bah, quelqu'un pourrait construire une alternative, mais tu peux pas. Tu peux pas construire une alternative au péage. C'est forcément les nationales qui appartiennent à l'État, blablabla. Tu peux même pas le faire. Donc à la fin, Dans une alternative, construire une route, c'est très compliqué étant donné que c'est une infrastructure qui demande d'acheter, qui ouais. demande d'exproprier des gens, en fait. Sans la puissance de l'État, une autoroute, c'est envisageable dans la diagonale du vide. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait de donner à Vinci le monopole sur les autoroutes, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on leur a pas donné d'argent à ce moment-là, mais on leur a assuré une rente à vie. C'est que Vinci est garanti de gagner de l'argent pendant jusqu'à ce que les... Après, je trouve qu'ils font plutôt bien le taf. Les autoroutes en France sont bien entretenues. Le problème, c'est que il y a Ouais, une sorte de mafia avec l'État. ouais, c'est ça. Les limitations de vitesse sont complètement ridicules. On est là pour traire le. Je veux dire, Le problème pour moi, tu prends une bagnole, tu fais Paris-Lyon, c'est infernal, quoi. mmh, Bon, le bref, peu problème, c'est que pour importe. moi, peu importe en plus, genre, si c'est bien ou pas, c'est que tu pourras jamais savoir, bah, déjà combien ça t'a coûté. Mm. Au final, qu'est-ce que tu as dû mettre dans le capital de toute la France pour avoir ce service qui marche si bien, tu vois? Mm. Non, non, Et mais ça, tu pourras jamais le savoir. Et ça qui est terrible. bah, cher, maintenant, l'autoroute, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Tu vois, je veux dire, c'est qu'on peut pas revenir dans le passé. Par contre, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de Ouais, maintenant. non, je suis d'accord. Remettre ça dans les mains de l'État, je suis moyen sûr. Essayer de prendre des experts communistes de la Cour des comptes pour savoir combien il aurait dû le payer pour mettre une amende à Vinci, pour dédommager la collectivité sur ce vol. Ça, d'instinct, je me dis tiens, ça va pas être très malin ce qu'ils vont produire comme chiffre. Donc très difficile en fait. Moi, en fait, ce qui me dérange le plus dans cette histoire aussi, c'est que c'est nous, enfin, contribuables, qui avons financé les routes. Et ça a été revendu à Vinci sans que nous, on ait notre... Parce qu'il y en a, ils se disent, oui, l'État peut investir, machin. Admettons, bon, je suis contre ce principe. Mais ils investissent avec notre argent. Bah, donnez-nous le retour sur investissement derrière. Après, genre, Vous l'avez revendu, bah, redistribuez-le. Le problème, c'est qu'à la fin, c'est que nous, on donne, et après, ça reste en boucle fermée dans la machine État. Et sauf que derrière, on va nous dire oui, mais c'est redistribué via des services, machin. Mais quand on voit les frais de fonctionnement de l'État et le gaspillage, bah non, en fait, on n'a pas de non, retour mais sur investissement. pour connecter à Duralex, si tu veux, l'un des meilleurs trucs sur l'investissement ou l'état stratège, le fameux état stratège, c'est l'énergie. On a eu une politique de l'énergie absolument brillante, des investissements étatiques qui ont été faits de manière visionnaire, parfaite, sur le parc de centrales nucléaires. Le problème, c'est que ça a été formidablement bien exécuté. Ensuite, on en a récupéré les fruits. Et puis ensuite, on a eu des nouveaux hommes politiques qui ont décidé qu'ils allaient saccager ce machin-là. Euh, pour des raisons parce qu'ils sont corrompus ou parce qu'ils sont stupides ou les deux. Et donc, du coup, même quand tu fais une politique de l'énergie avec État stratège qui fonctionne bien pendant des décennies, de toute façon, comme ce n'est pas entre les mains de personnes raisonnables, et comme c'est ou tu vois, ça va tomber entre les mains à un moment donné d'un François Hollande ou de je sais pas qui, d'un Sarkozy, et ça va être saccagé, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, il a envie d'être copain avec les Allemands, parce que lui, il a envie d'être copain avec les Américains, parce que son plan de carrière après être président, c'est donner des conférences à 1 million de boules. On sait pas, en fait. Donc, c'est vrai que c'est une grosse problématique, mais Mm. Et là, on ouvre une boîte de Pandore, on ouvre un rabbit hole infernal, et en plus, je suis même pas sûr d'être parfaitement au clair sur mes conclusions par rapport à ce genre de questions, parce que Ouais. c'est très compliqué.
Bah, en fait, pour moi, l'erreur, ce serait de toujours prendre une photo à l'instant T et de dire: «Oui, regardez les politiques, par exemple, la politique du nucléaire est un succès». Bah, si tu prends, jusqu'au début peut-être des années 2000, je prends une date arbitraire, si on s'arrête là, ouais, on peut se dire que c'est un succès. On avait de l'énergie pas chère, on était quasiment autonome, au niveau de l'électricité. Le problème, c'est que ça dépend où tu prends la photo et quand est-ce que tu t'arrêtes. Si on prend une photo aujourd'hui, c'est une catastrophe dans l'absolu. C'est qu'à la fin, maintenant, on se retrouve quasiment avec, l'énergie la plus chère du monde et en fait, on est juste les cucks de l'Europe. Si tu avais eu un Carlos Ghosn à la tête d'EDF, c'est sûr, on n'en serait pas là, tu vois. Ouais. Malheureusement, tu peux pas avoir un grand patron efficace et intelligent à la tête des grandes institutions de l'État parce qu'ils mettent leurs copains. Et leurs copains, ils sont tous communistes, quoi. Et puis j'avais je redirigerais peut-être vers la vidéo de Bhaskar de la chaîne Hypnomachie qui a fait une vidéo sur le QI et l'intelligence que je trouve hyper intéressante et qui explique justement en quoi, de toute façon, si tu te retrouves à un poste politique de décideur comme ça, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'en fait tu te situes vraiment dans la tranche où tu es suffisamment intelligent pour arriver à ce point-là, mais pas assez pour être en mesure de prendre les bonnes décisions, parce qu'en fait les gens qui sont suffisamment intelligents et qui sont productifs n'arrivent pas à ces postes-là parce que eux ils sont préoccupés à faire et à avoir de l'impact dans le réel, donc c'est-à-dire entreprendre, diriger des boîtes, faire des choses qui sont utiles. Et quand tu arrives à ces fonctions-là, c'est que tu es suffisamment demi-habile pour y arriver et pour te dire, en fait, le seul moyen que j'ai un impact sur le monde, c'est de devenir politique parce que, bah, en fait, là, je vais avoir le pouvoir législatif et je vais être garanti de laisser une empreinte, de créer des choses parce que je vais l'imposer. Mais en réalité, ces gens-là sont vraiment, en fait, juste en dessous le plafond de verre qui pourraient faire d'eux des gens visionnaires. Alors, on pourra toujours me citer 2-3 hommes politiques qui, en effet, sont très bons, sont très malins, etc. Mais c'est quoi? C'est 1 pour 1000, 1 pour 1 million? Va savoir. Ouais, ou zéro. Mais en fait, la problématique en France, en tout cas, ce n'est pas vraiment le personnel politique qui sont des guignols. La problématique en France, c'est l'État profond. Et l'État profond, c'est quoi? Ce sont les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, c'est une bande de 5000 mecs qui sont tous issus des grandes écoles françaises. Donc en fait, ils ont un très haut QI. Ce sont des gens qui sortent de Polytechnique, ce sont des gens qui sont des mines, etc. Et ils sont effectivement l'élite intellectuelle de la nation. C'est-à-dire qu'ils sont réellement, je pense, en termes de QI, les plus élevés. Simplement, c'est encore une histoire d'incentive, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent là, ils n'ont plus aucun intérêt à mettre leur talent à profit. Et comme ils ont un intérêt corporatiste de se protéger les uns les autres et d'être dans une sorte de pillage. C'est très pervers, le système français. C'est-à-dire que c'est effectivement les plus intelligents qui arrivent au pouvoir, mais ils sont structurellement dirigés vers le collectivisme. Ah, je pense que Ils ont un melon énorme parce qu'ils sont effectivement les plus intelligents. Sur ça, ils ont raison d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Mais ils n'ont jamais, ils ne sont jamais, il y a jamais une histoire de résultat. Et pour eux, ils ont une espèce de structure qui fonctionne en fonction de la pyramide des âges. Et pour monter dans la structure, il y a aucun intérêt à être bon ou à avoir des résultats. Il faut lécher les culs de celui qui est au-dessus, c'est tout. Il faut lécher le cul qui est un peu plus vieux que le tien. Ça te demande de moins en moins bon goût quand tu montes dans la hiérarchie. Mais bon, peu importe. C'est ça leur job. Ça peut pas marcher, quoi. Donc si on avait une baguette magique, l'un des trucs qu'on devrait faire, c'est de dire à tous ces gens-là extrêmement intelligents, ok, vous travaillez plus dans la fonction publique, allez dans le privé. Alors là, je peux te garantir que dans le privé, atterriraient des gens extrêmement intelligents et compétents tout à coup, tu vois, en plus. C'est ça que, et donc du coup, ça boosterait encore plus l'économie, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, ils seraient incentivés sur leurs résultats. Et ce serait intéressant, tu vois. de pas avoir parce que nous on a des grandes écoles françaises, c'est quand même quasiment l'élite mondiale en termes de compétences. Quand ces gens-là vont dans le privé, ils font des dingueries, quoi. Et on les coopte pour les transformer en communistes. C'est de la folie, quoi. Ouais, j'ai pas envie de croire à ça. Peu là.
Ouais, j'ai pas envie de croire à ça, que en gros, il suffirait de les mettre dans le privé pour que ça marche. Et que non, surtout que c'est nos grandes écoles, parce que le problème c'est qu'elles sont publiques déjà. Et pour moi, le problème, il réside là au tout début, c'est que l'État a mis la main sur l'éducation avec une force Oui. monumentale, et qu'en plus, il a la main sur toutes les grandes écoles, comme tu le dis, et donc il prend tous les bons cerveaux. Donc dès que tu arrives en haut de l'échelle, boum, tu te finis Supélec et genre d'école et technique. T'es obligé en plus d'avoir ton service dans le public. Donc en fait, à la fin, mais t'as passé, je sais pas si tu prends aller de la maternelle jusqu'à la fin des études, plus le moment où ils doivent passer dans le public pendant X années, et ils ont au moins passé quasiment 25 ans, 30 ans de leur vie à être biberonné par l'État. Mais genre, t'es foutu à ce niveau-là. Genre, le peu de personnes qui arrivent à Ah finir non, dans mais le ceux qui privé, sont déjà, comment ils non, font? mais ceux qui sont déjà aux fonctionnaires, c'est foutu, c'est irrécupérable. Ma foi, l'équarrissage. Je veux dire, je sais pas ce qu'on peut en faire de ces gens-là. Effectivement, ils sont déjà dans un système. En plus, ces gens-là, tu sais que ils ont un traitement spécial. Leur salaire ne peut pas diminuer. Il peut C'est pas que mal, ça. augmenter. Enfin, il y a plein de règles comme ça. Aux fonctionnaires, c'est une mafia en fait. Ouais. Après, c'est assez visible. Le problème, c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce que, en fait, ces gens, quand tu les écoutes, des fois, ils ont l'air super malins, super intelligents. Donc, tu te Ils le dis, sont. bah, oui, voilà. Et ils se disent, bah, ouais, donc c'est qu'ils font forcément du bon boulot. C'est que derrière, comme tu le disais, le jeu des Non. incentives, il est pourri. Et puis, c'est des gens qui, après, finissent eux-mêmes, enfin, corrompus. Enfin, quand on dit que le pouvoir corrompt, c'est la Ah, réalité, hein. mais Ça ils peut, sont et c'est 100% corrompus. Mais ce que je voulais dire dans mon discours précédent, je voulais dire que si jamais euh, le flot annuel des gens les plus intelligents de France allait dans le privé plutôt que dans le public, il me semble que il y aurait un décollage économique et industriel en France assez fantastique. C'est tout ce que je voulais dire. Je dis sauf pas que de prendre ceux qui sont actuellement en poste. et surtout que, par exemple, l'expérience se fait quand même assez facilement. C'est que tu prends un polytechnicien qui peut pas, qui finit voilà, dans la fonction publique, bah, voilà, au bout de 10 ans, c'est une immense merde. Par contre, la plupart du temps, quand il décide d'aller dans le privé, ce qui va se passer généralement, c'est qu'il va finir dans une banque aux US ou à Londres Ou à euh, ou à J'en Hong connais, Kong. j'en connais. Voilà. Et ils Je se crois font qu'en des plus, couilles en or. voilà, ils se font des couilles en or. Et en plus, je crois que les entreprises peuvent racheter leur espèce de dette qu'ils ont auprès de l'État. Je crois qu'ils doivent 7 ans, c'est entre 5 et 10 ans, je me souviens plus. Ils le rachètent, ils le payent, ils disent voilà, cadeau, nous on le prend. Et derrière, c'est des machines de guerre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve dans l'IA et dans la finance énormément de Français. Ouais. Parce qu'on est des monstres en plus. C'est ça qui, en plus, moi, c'est ça que je trouve horrible, c'est qu'on est des machines de guerre. Je sais pas s'il y a un patrimoine génétique national, le fait qu'on a quand même hérité d'une formation qui marche quand même plutôt bien sur La certains nourriture. aspects. C'est la finesse de la nourriture. De quoi? Pour moi, C'est c'est le la vin. finesse de la nourriture et de la C'est le culture. vin et le camembert. C'est quelque chose. C'est de la potion magique. En fait, la potion magique d'Astérix, c'est du vin et du camembert, c'est tout. Non, Ouais, mais en vrai, pour moi, ça fait partie, hein. non, mais tu vois, et au final, ce qui est hyper frustrant, c'est qu'on a des monstres comme ça, mais qui s'expriment à l'étranger, et ceux qu'on garde chez nous, ça devient des parasites. C'est horrible. Ouais, bah c'est la même histoire. C'est ouais, ouais. Ouais, On bah, exporte. il y a beaucoup d'exemples, mais bon, je sais Ouais. pas si tu veux faire une vidéo de 2 heures, sinon on peut continuer à creuser. Je sais peut-être on passe au sujet suivant, c'est comme tu veux. C'est ce que je voulais faire. Je voulais faire une transition très brutale parce que ça n'a pas de rapport. Ça va être avec le, bah si, en vrai, j'ai prononcé le mot IA, donc on peut faire une transition. Ah ouais. Sur le sujet de l'IA, alors qui est un sujet qui nous fascine bien plus que les cryptos en général d'ailleurs, n'en déplaise à certains, parce que pour le coup, l'IA c'est utile, les cryptos ça se discute. Donc récemment, enfin non, il y a 2 ans, il me semble, tu avais fait une vidéo sur un projet crypto qui s'appelle Bitensor, et qui a un token qui s'appelle le Tao. Est-ce que déjà, pour peut-être donner un peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'en gros, pour moi, il y a plusieurs étapes. Il y a le projet en lui-même, objectivement, ce qu'il promet, la réalité, et ensuite, on va peut-être parler un peu d'abord de la vidéo d'Asher sur le sujet. Tu y avais un peu réagi rapidement. Et ensuite, après, on va répondre, comme on le disait en introduction, à toutes les critiques qu'il y a eu, que je vous afficherai à l'écran. Mais déjà, est-ce que tu saurais nous résumer un petit peu en quoi consiste le projet? C'est quoi le pitch? Alors, le pitch, c'est que
l'intelligence artificielle, si on l'open source si on arrive à organiser les énergies de l'open source de l'intelligence artificielle d'une manière à leur donner des incentives pertinentes, eh bien, nous arriverons à des résultats extraordinaires et pourquoi pas mieux ou aussi bien dans certains cas que des projets centralisés tels que Gemini ou ChatGPT ou Grok. Voilà, c'est tout. Alors, ça c'est le pitch en 2 phrases. Et ensuite, si tu vas encore un peu plus loin, alors, pour cette organisation, on va se baser sur une blockchain. Alors là, il y a un petit saut qui a été fait, hein. Il y a un petit blanc dans le raisonnement. Moi, là, c'est effectivement une partie de la problématique. C'est pour ça que c'est de la merde à la fin. Je spoil un peu, désolé. Et donc, du coup, on va le baser sur une blockchain. Et cette blockchain, on va faire en sorte qu'elle ressemble le plus possible à Bitcoin parce que Bitcoin, c'est super bien. Donc, il va y avoir un nombre de tokens qui est fixe. Ça va fonctionner en proof of work avec des halvings, etc. Voilà. Donc tout, si tu veux, pour faire croire à la personne qui achèterait ce token qu'elle achète le prochain Bitcoin, mais pas seulement le prochain Bitcoin, le Bitcoin de l'IA. Voilà, c'est ça le narratif marketing qu'il y a derrière. Voilà. D'où Je Bitensor. pense que je t'ai D'ailleurs, assez bien résumé le narratif, quoi. Ce Bitensor, c'est vrai que j'avais jamais fait le lien, mais c'est vrai qu'il y a quand même le bit de Bitcoin dedans. Ah, mais c'est pas un hasard. Ils le disent eux-mêmes, ils disent nous sommes nous-mêmes des bitcoiners maximalistes, hein, quoi. C'est comme ça qu'ils se présentent. Ah oui. Il y a 21 millions d'unités aussi. Hein. De quoi? Il y a 21 millions d'unités du jeton. Genre, c'est vraiment un copie. Ok. Ouais, Et au niveau du fonctionnement vraiment un peu plus intrinsèque du projet, c'est c'est censé Alors, fonctionner comment exactement? au niveau de la technologie, ils se sont pas pris la tête, ils ont pris le code de Polkadot et ils l'ont copié-collé. Voilà. Ensuite, tout réside, vraiment 100% du truc réside dans des projets, zut, j'ai oublié leur terminologie exacte. Subnet? Voilà, c'est ça. Alors, les projets IA, ils appellent ça des subnets. Bon, admettons. Et donc, du coup, ces fameux subnets, un projet IA, en gros, c'est un subnet. Et donc, à quoi sert le Tao, déjà? À quoi sert leur token? On pourrait se poser la question. Comment est-ce qu'on utilise du Tao? Bah, vous ou moi, ça nous sert strictement rien d'acheter du Tao parce que on ne pourra jamais vraiment le dépenser. Acheter du Tao dans leur écosystème, il y a 2 ans en tout cas, ça ne servait strictement à rien. C'était inutile. Personne n'a besoin de Tao pour utiliser l'IA des subnets. Parce que moi, naïvement, la première fois que j'ai entendu parler de ce truc, je me suis dit, ah bah tiens, leur token, ça va servir à acheter les services d'IA que les subnets proposent. Non, pas du tout. Le Tao sert strictement à rien. Les tokens peuvent vendre en US dollars, hein. Ils peuvent vendre leurs services en carte bleue, réellement. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de crypto derrière. Où il peut y en avoir ou pas y en avoir, c'est au choix de chacun, ils font ce qu'ils veulent. Le Tao sert uniquement à une chose, il sert à acheter une allocation pour avoir accès à un subnet. C'est-à-dire que si tu veux créer un subnet, tu dois l'acheter en Tao. Je sais plus combien il y en a exactement, genre moins de 150, un truc comme ça. Donc il y a eu 150 personnes qui ont eu besoin de Tao. Ensuite, le token, bon bah il y a une inflation de malade, évidemment, comme tous les shitcoins. Et donc du coup, cette inflation, elle sert à quoi? Et ben en fait, elle est captée par les subnets. C'est-à-dire que si jamais vous achetez un subnet, et que vous répondez bien aux différentes incentives qui ont été set up par Tao, vous allez réussir à capter une partie de l'inflation du Tao en général. Et donc du coup, le but d'un mec qui fait un subnet, je te spoil l'affaire, c'est capter l'inflation du token et dump à la gueule des investisseurs de Tao, c'est tout. Donc
Depuis son pic, le Tao a fait à peu près, je crois, moins 50%. Tu pourras regarder la chart si tu veux. Mhm. Et voilà. Et donc, un des contre-arguments que j'ai eu récemment, que je discutais un peu là avec les gens sur Internet, c'était de me dire oui, mais Tao c'est super bien parce que ça permet à des projets IA de se financer à moindre coût. Et moi, c'est ce genre de phrase qui me fait bondir. Les cartes graphiques coûtent pas moins cher parce qu'elles sont dans Tao. Il n'y a pas de réduction de coût. C'est juste pas le subnet qui paye, mais qui paye. Bah, qui paye C'est vous. l'inflation du Tao. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté du Tao à 600 balles et maintenant il en vaut 300 ou un délire comme ça. Enfin, regardez précisément les chiffres. Bah, c'est à peu près ça, si tu veux. C'est à moins 50% sur 2 ans, un truc comme ça, ou sur je sais plus. Enfin, regardez les dates et les chiffres. Mais c'est un peu ça. Donc, qui paye, en fait, bah, les gars qui se sont fait arnaquer. Qui ont acheté le token, c'est tout. Parce que, attends, il y a un mécanisme que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que moi, demain, je veux ouvrir un subnet. Ouais, J'achète, donc je dois acheter du Tao. ouais. Euh, je dois le payer du coup en Tao pour l'avoir. Et donc là, ça me donne accès juste à. Pour l'instant, c'est que numérique. J'ai que le droit à un subnet numérique. Et c'est à moi Ouais. d'acheter le matos derrière. C'est juste. Non, non, alors derrière, ensuite, il y a ce qu'ils appellent des mineurs et des validateurs, sauf que mineurs et validateurs, ça n'a pas exactement la même définition que dans les autres écosystèmes. Un validateur Ethereum, c'est un mec qui fait tourner un nœud. Là, c'est un peu différent. C'est des mecs qui vont vérifier la qualité du travail produit par ton IA. Enfin bon, bref, c'est tout un Ok. bullshit pour faire croire en fait que il y a un intérêt à faire un subnet parce que du coup, bah, tu as accès à ces validateurs et à ces mineurs qui te permettent de faire tourner en fait ton IA et qui te permettent de l'améliorer ou d'avoir une sorte de contrôle qualité par rapport au service que tu produis et d'y avoir accès gratuitement. Sauf que chaque subnet en fait a son propre shitcoin et que ce shitcoin est en fait dans une pool de liquidité avec le Tao et que par des stratagèmes volontairement complexes, inutilement complexes, tout le seul but, c'est en fait de dump l'inflation du Tao sur les subnets pour que les gens qui créent des subnets en fait puissent dump des Tao sur la commu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Hmm. Ils sont où et ils appartiennent à qui à la fin, dans ce cas-là? Il y a effectivement des gens qui font tourner des cartes graphiques et qui eux Mhm. aussi captent une partie de l'inflation du Tao. C'est c'est Ok. ça. Mais c'est pas le seul projet hein, qui fait ça, hein, qui fait tourner des cartes graphiques pour faire tourner de l'IA et qui finance les gens qui font tourner de l'IA avec des cartes graphiques via de l'inflation d'un shitcoin. Ça, Hmm. c'est pas très original puisque c'est un peu le cas de la plupart en fait, des projets crypto IA. Parce que moi, il y avait un truc qui m'avait marqué dans ce projet, surtout dans les arguments des gens, c'est qu'ils confondent décentralisation et concurrence. En fait, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils décrivent, en fait, c'est juste quand ils prétendent que c'est révolutionnaire et que ça permet de concurrencer et tout, c'est un mec qui prendrait genre l'IAMA, donc un modèle open source, il achète C'est des DeepSeek. cartes graphiques. Tu prends DeepSeek, comme ça au moins t'es plus orienté chinois. Tu le fais tourner, tu branches une API dessus et tu fais payer les gens. Ça s'appelle. C'est ça. Ça, c'est leur fameux gros succès, là. Le seul subnet qui n'est pas 100% de la merde et qui peut éventuellement servir à quelque chose, c'est celui qui effectivement fait tourner DeepSeek. Donc moi, j'installe DeepSeek sur mon PC, ça revient au même, hein. Juste, je passe pas par une API, je l'ai juste installé sur mon PC. Ou Llama, d'ailleurs. Voilà. Ou les deux, si je veux. Eux, ils veulent faire tourner ça sur une API. Bon, admettons, pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt de pouvoir call des LLM via des machines qui n'ont pas forcément de carte graphique surpuissante. Et voilà, c'est tout. Il y a aucune autre innovation. C'est juste, c'est que ça. Voilà.
Alors, c'est pas exactement vrai qu'il y a aucune autre innovation. Il y a dans les tuyaux et en préparation, et je sais pas à quel point c'est abouti parce que je suis pas le projet au jour le jour, parce que aussi mais en gros, ils ont un espèce de consensus qui leur permet de vérifier que la requête a bien été traitée avec le modèle le modèle d'IA qu'elle est censée avoir traité. C'est-à-dire que si tu envoies un prompt à une IA, tu as plus ou moins la garantie qu'effectivement c'est bien DeepSeek numéro je sais pas combien qui la processe. Et ils ont aussi pour projet de faire en sorte que l'exécution soit anonymisée dans le sens où le mineur qui fait tourner ton prompt et qui fait tourner ton DeepSeek ne saura pas en réalité quel était le prompt et ne connaîtra pas non plus la réponse via un processus cryptographique. Donc il y a quand même un intérêt. Le seul intérêt pour l'instant du seul subnet qui sert à quelque chose, c'est que peut-être dans le futur, je sais pas où ils en sont, peut-être ils sont déjà aboutis, mais je ne pense pas, c'est que ça sera plus privacy oriented que ChatGPT qui a accès à tout ton historique, hein. J'ai un contre-argument factuel à ça, qui existe déjà et avec qui on a été partenaire il y a 1 an et quelques, et qui existe toujours. C'est un projet qui s'appelle SATS for AI. Et en fait, c'est un mec qui s'est dit, effectivement, il y a un manque de privacy avec les. Alors, juste pour revenir peut-être sur le concept d'API, parce que c'est vrai on est tous développeurs, mais les gens n'ont pas forcément connaissance. Une API, il faut juste voir ça, c'est une interface avec laquelle vous allez communiquer avec un serveur distant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 façons d'utiliser l'intelligence artificielle, même ChatGPT, bon, c'est pas vraiment le meilleur exemple. Mais c'est soit vous l'utilisez sur votre machine, vous le faites tourner sur votre machine et vous l'utilisez, soit vous faites appel à une machine distante qui a l'IA dessus, vous branchez ce qu'on appelle une API dessus et vous pouvez communiquer dessus, ce qui fait que vous, sur votre ordinateur, vous pouvez le faire depuis un téléphone. C'est ce qui se passe quand vous utilisez ChatGPT, l'application. Il n'y a pas le modèle GPT qui tourne sur votre mobile, sinon il serait en train de surchauffer. Et puis il tournerait juste pas d'ailleurs. Ça tourne sur un serveur d'OpenAI et vous l'appelez. Et donc, pour revenir à mon histoire, donc en fait c'est un mec qui s'est dit oui, c'est un peu chiant de devoir mettre tout le temps sa CB dans ChatGPT quand on veut utiliser l'API. En plus, il récupère toutes nos données. Ça veut dire que tu peux lier un prompt que tu mets dans ChatGPT aux données financières de ta CB à la fin. Donc d'un point de vue vie privée, c'est pas terrible. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est relativement simple mais efficace. C'est qu'il a pris des modèles open source, donc Llama, je suppose qu'il a intégré DeepSeek, etc. Il a créé une API par-dessus. Et en fait, c'est un paiement en BTC dessus sans aucune demande d'information. C'est-à-dire que tu précharges en disant je vais faire un prompt, je pense que voilà, je vais avoir besoin de $2, un truc comme ça. T'envoies ta requête, où je me demande s'il calcule pas en avance ce que ça va te coûter et après il te fait une invoice et tu peux le dépenser, ce qui fait que c'est privacy friendly. T'as eu ta réponse avec ton modèle, t'as utilisé l'API, t'as mis aucune information personnelle dedans et le truc est parti et tu résous le problème. T'as pas besoin de faire un token qui est valorisé chez je ne sais combien de milliards et qui ponctionne tous les Google qui l'achètent. Donc même de ce point de vue-là, j'ai envie de te dire, il y a des solutions plus simples et plus efficientes, hein, de manière générale. Au final, Ou alors, si tu as besoin de ça et que tu es une entreprise, t'achètes une EA100, tu fais cher, tu fais tourner Mistral, même sur une RTX de base en fait, hein. Si tu as besoin de mieux que Mistral ou que Llama, tu as besoin de plus gros modèles, tu peux te payer tu peux louer. Moi j'ai un pote qui fait ça, qui a une entreprise qui fait pas mal d'IA. Et tout simplement, au début, il avait sa propre infrastructure de carte graphique. Et finalement, tu vois, ils ont migré sur c'est comme un site internet, en fait. Tu vois, pour avoir un site internet, tu peux avoir un PC chez toi qui tourne et qui sert le site internet, ou tu peux louer un serveur chez OVH. Bon, bah là, c'est pareil. Là, tu loues un serveur pour faire tourner tes modèles d'IA, c'est tout. Parce que c'est plus flexible, etc. Mais tu peux posséder le matériel, tu peux louer du matériel, et bah du coup, tes modèles IA, ils vont tourner sur tes propres machines à toi, sur des machines que tu as louées, sur des machines qui t'appartiennent, et il n'y a pas de problème de vie privée. Maintenant, si tu es un particulier, peut-être que ça peut avoir une utilité pour les particuliers, mais globalement, les particuliers n'en ont strictement rien à foutre de leur vie privée. Sinon, ils n'utiliseraient pas Facebook.
Ils n'utiliseraient pas Instagram. Le fait que Instagram a autant d'utilisateurs prouve que c'est pas vraiment, ça les concerne pas trop. Hein. La vie privée n'a pas l'air d'être, je le regrette d'ailleurs, n'a pas l'air d'être fondamentalement une problématique qui intéresse beaucoup les gens. Tu voulais dire un truc, Victor, je crois. Ouais, au final, le token Tao et l'infrastructure, c'est simplement un système de paiement entre des applications et des mineurs, qui sont au final ceux qui font tourner les algos et qui font le compute. En fait, t'avais pas besoin d'avoir un token, juste besoin d'avoir Si, t'as besoin chacun. d'un token, hein, parce que en fait, il faut cacher. Si, t'as besoin d'avoir un token, parce que les qui paye? Non, mais tu pourrais avoir Bitcoin. Ben non, tu pourrais pas avoir Bitcoin, parce que moi, je vais pas dépenser mes Bitcoins pour qu'un mineur aille calculer des inférences sur un DeepSeek pour le compte de quelqu'un d'autre. Ça me sert à quoi? Je vais pas faire ça. Non, mais Par contre, je si veux tu me dire, dis, hey, si tu achètes mon token Tao, tu vas être millionnaire, je vais peut-être l'acheter. Et là, du coup, ils vont pouvoir se servir de ton fric pour payer ces inférences. Tu comprends? Donc, il y a besoin non, d'un mais token. Tu peux pas le faire en Bitcoin, ça. Tu vois? non, mais Tu peux pas scammer les gens en Bitcoin pour leur dire, t'inquiète, donne-moi tes Bitcoins et un jour tu seras riche. On sait pas pourquoi. Ouais. Tu vois? C'est juste pour que les gens captent que, en gros, tout ce qu'ils font, c'est de permettre une infrastructure de paiement entre entreprises et les personnes qui vont faire le compute pour à chaque fois leur requête. Et que derrière, en fait, Moi, on je t'a pense pas vendu la parce que je pense possibilité qu'il y de. a, je pense pas parce que je pense qu'il y a aucune personne qui crée un subnet qui a la volonté, l'ambition de créer un service AI qui a la moindre valeur. Je pense qu'ils sont juste Non, mais là pour capter après, l'inflation du token, hein, parce que c'est très clair. La plupart des projets, ils sont complètement nuls. Mais quand je te dis nul, c'est vraiment nul à chier. Ça n'a aucun intérêt. Et il y en a aucun non, mais d'ailleurs parce qu'à l'époque aussi, il y a 2 ans, on entendait encore, je sais pas si on entend encore cette blague, c'est que ça va permettre de produire des meilleurs modèles d'IA. Mais ils n'ont jamais produit un seul modèle d'IA. Ils font tourner des modèles d'IA qui existent déjà. Parce que ouais. la synergie entre les différents machins va faire. À la fin, on a le seul projet qui est pas complètement nul, c'est juste tourner DeepSeek, ce que moi je peux faire à titre personnel, et que tous les informaticiens franchement, qui ne sont pas mongoliens, arrivent à faire tourner DeepSeek, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, tu vas même sur ChatGPT et tu tapes. Alors, quels sont les serveurs que je peux faire louer pour tourner de l'IA? Il va te sortir une liste de 10. Tu sors ta carte bleue, tu prends celui que tu préfères. Ensuite, tu installes le container Docker pour faire tourner DeepSeek. Voilà, c'est torché, ça t'a pris 1 heure, quoi. Enfin, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Donc, ça sert complètement à rien, mais bon, peu importe. Mais merde, je me suis perdu, je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'énerve. Mais je pense qu'en fait, vous êtes complètement d'accord. C'est juste que de ce que j'ai compris, ce que Victor veut dire, c'est que eux, c'est ce qu'ils prétendent avoir créé. Au final, la volonté derrière, c'est ce que tu dis, Laurent, c'est de capter la valeur qui est des gens qui achètent le token. Mais c'est que, en vrai, si c'était, j'ai pas le mot en français, sustainable, pertinent, en tout Maintenable. cas pérenne, on l'aurait déjà fait en BTC, en euros, en Ethereum, en ce que tu veux, et ça existerait déjà. Or, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, et eux, ils ont rajouté un pseudo-intérêt via un token inflationniste pour inciter à capter de la valeur sur le retail qui achète le token. Je demandais à Victor Crypto sur Twitter, j'ai retrouvé son post, c'est assez intéressant. Je lui dis, mais je lui réponds, là on me dit que je manque d'humilité, etc. Blablabla. Enfin, bref, que je suis à peu près con. Je me vexe pas, tu vois, parce que je m'en fous en fait, je connais pas cette personne, et puis il a peut-être des sentiments, il est peut-être sous le coup de la colère. Il a investi toute une chaîne YouTube pour expliquer que c'est Taos, c'est super. Quand on vient lui dire que c'est pas bien, voilà, il a du mal à se remettre en question, peut-être. En tout cas, je dis ok, bah, c'est très bien. Alors du coup, à quoi ça sert de créer un subnet? Tu vois, parce qu'on ne sait toujours pas en fait à quoi ça sert. Il faut se mettre aussi dans les baskets d'un entrepreneur. Pourquoi, si jamais tu as un super projet crypto, tu créerais un subnet plutôt que de faire pas un projet crypto, je veux dire un projet IA. Tu as un super projet IA. Tu es un ingénieur IA, tu as un super projet IA. Pourquoi tu ferais un subnet? Quel est l'intérêt? Ça sert à quoi? Pourquoi tu vas pas tout simplement choper une partie de l'énorme quantité de thunes qui est investie chaque mois dans l'IA
parce que franchement, des financements, c'est pas ça qui manque. Pourquoi euh, tu ferais pas une boîte normale pour te faire racheter 25 milliards 2 mois après par Facebook? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu ferais pas ça? Pourquoi tu vas faire un subnet? C'est quoi l'intérêt, quoi? Alors on me répond. Tu obtiens des financements pour ton projet via les émissions. Donc le mec est au courant qu'on scamme les investisseurs de Tao pour investir dans le financement de ton projet. Du coup, bah c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est une sorte de Kickstarter de l'IA. C'est C'est du pas vraiment comme ça crowdfunding. que c'est présenté, hein. C'est ce que je veux Hmm. dire à la base. Mais admettons, ok, c'est un Kickstarter de l'IA. Pourquoi pas, tu vois? Des VC, ils courent les rues avec avec des billets qui dépassent de leur poche pour essayer de trouver un ingénieur qui a envie de bosser là-dedans, quoi. Si t'es un ingénieur IA, toute la planète te court après, en fait. T'as pas besoin de financement, en fait. Et C'est surtout qu'il y a un truc complètement encore, rocambolesque comme idée. et il Tu y a un vois, truc encore plus pervers, c'est que quand bien même tu le fasses, c'est pas du tout un Kickstarter parce que t'as aucune part du projet qui est voilà. créé. Alors que si tu prends la thune d'un VC et que tu revends 3 milliards ton projet 6 mois après, eh ben tu vas choper la partie des 3 milliards qui te restent parce que t'as filé des parts au VC aussi, tu vois. Admettons que le VC t'a pris 50% parce que c'est un escroc. Bon, bah t'as quand même 1,5 milliard sur ton compte après, c'est pas mal, tu vois. Donc, pourquoi tu vas faire du bid tensor en fait? Ça n'a aucun Hmm. sens. C'est un Hmm. choix économique et pratique complètement débile. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut que tu ailles acheter du Tao, que tu comprennes comment leur subnet fonctionne, que tu essayes de récupérer l'inflation en étant plus malin que tous les autres scammers qui, eux, de toute façon, n'ont aucune envie de faire de l'IA, même si toi, tu as envie d'en faire. Enfin, je veux dire, tu vois, ça a aucun sens. Alors, Hmm. deuxième point, tu obtiens de la visibilité et l'appui de l'écosystème BitTensor. Alors là, ça, c'est extraordinaire comme tech. Je veux dire, tu postes un magnet link d'un torrent sur X, 2 jours après, tu as fait le buzz mondial avec ton nouveau modèle IA, ok? Parce que c'est ce qui se passe en fait. C'est ça la pratique. T'as pas besoin de mise en avant. Un projet IA qui est cool, il y a toutes les chaînes YouTube du monde qui en parlent. Il y a Micode qui va faire un épisode, il y a le Micode américain, le Micode portugais et le Micode chinois qui va en parler parce que c'est cool, parce que ça intéresse les gens, parce que moi, toi, Victor, ça nous passionne. Donc, argument fou, tu vois, BitTensor va te mettre en avant. Bah, personne connaît les projets BitTensor déjà parce qu'ils sont tous nuls. Et puis aussi parce que t'as pas besoin de ça pour connaître un projet. C'est déjà un magnet click sur X, sur un compte qui a 0 post. 3 jours après, il a des milliards de vues, tu vois le machin. Bon, bref. Alors, dernier point, et apparemment c'est le plus important, parce qu'il commence par mais surtout, tu bénéficies d'une flotte d'ingénieurs pouvant provenir des 4 coins du monde qui sont en compétition pour répondre au mieux au challenge que tu leur donnes, le mécanisme d'incitation de ton subnet. Grâce à ça, Gradients est aujourd'hui la meilleure plateforme d'auto-ML la plus performante du monde. Déjà, non. Il n'y a pas BitTensor, il n'y a aucun truc de BitTensor qui a émergé et qui est le plus performant du monde. C'est que de la merde. Mais bon, bref, peu importe. Donc, passons sur ce point-là où on est. Bon, bah, ça va être compliqué d'expliquer que c'est de la merde. Mais les meilleurs ingénieurs de la planète, ils travaillent pas gratuitement pour récupérer de l'inflation des Tao. Les offres d'emploi se comptent en centaines de millions de dollars. Il y a même Zuckerberg là qui a fait des offres à 1 milliard. Non, pas 1 milliard, non, je sais plus combien c'était. Non, mais les chiffres sont tellement débiles que tu vois, je perds le fil. Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont aller se faire chier dans des projets comme ça? Et d'ailleurs, l'IA est déjà largement open source. Mistral, Llama, DeepSeek, etc., etc. Donc l'open source, on l'a déjà. L'argent, on l'a déjà. Tous ces arguments sont... je veux pas manquer de respect à Victor Crypto parce que c'est l'air d'être quelqu'un de sympathique. Et à mon avis, il est de bonne foi. Alors c'est pas un scammer. Enfin, vous me trompez, je trouve que c'est un scammer, tu vois, mais je pense pas. Mais donc du coup, et puis j'ai pas envie de manquer de respect aux gens en général parce que ça peut arriver à tout le monde de se tromper ou d'être aveuglé par un rêve qu'on peut avoir. Toute chose par ailleurs, et même si je critique pas vraiment la personne, je trouve que son opinion, en tout cas, est stupide, tu vois.
Moi, je peux Mm. avoir plein d'opinions stupides sur plein de sujets, donc faut pas le, tu vois, faut pas le prendre mal. Mais là, je trouve que ce n'est pas il y a aucun intérêt pour un ingénieur IA à créer un subnet. Déjà, ça c'est problématique. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a rien d'intéressant qui est sorti de aucun subnet, à part vite fait du DevOps que moi je peux faire en 1 heure avec ChatGPT. Mm. C'est chaud quand même, tu vois. Et surtout, pour moi en plus, c'était un point que j'avais mentionné sous ton post aussi, c'est qu'en fait, enfin, il y en a même deux. Le premier, c'est Ah ouais, qu'ils j'ai fait un post. confondent capitalisme et décentralisation, enfin concurrence et C'est chaud ça. décentralisation. Et en Ouais. fait, ça me dérange et c'est le problème des mecs qui s'intéressent aux crypto mais qui ont jamais fait économie 101. C'est que la décentralisation, pour eux, ça va inciter à faire une meilleure qualité. En fait, ils confondent ça avec la concurrence. C'est pas parce qu'un projet est décentralisé qu'il y a des incentives à faire une meilleure qualité, etc. Tu peux décentraliser du caca, ça reste du caca. Alors que la concurrence, et ça peut se faire donc sans décentralisation, la concurrence d'entreprises privées, exemple tout bête, Anthropic, Google et OpenAI, qui produisent chacun Gemini, Claude et OpenAI et GPT, sont en concurrence, mais ils sont pas décentralisés. C'est chacune des boîtes centralisées qui développent de façon opaque et centralisée, mais le fait qu'ils soient en concurrence sur le marché de l'IA fait qu'ils sont obligés de faire mieux chaque jour, moins cher, parce que moi, demain, Claude fait mieux qu'OpenAI, je change mon token, et voilà, j'ai tué le business de l'un, l'autre a gagné mon business. C'est qu'en plus, la vitesse de passage de l'un à l'autre aujourd'hui, c'est même pas un argument de se dire, ah, en décentralisant, on peut plus facilement passer de l'un à l'autre. Bah non. C'est qu'aujourd'hui, c'est une clé API pour changer de boîte. C'est même pas, t'as plus besoin d'aller au bout de la rue et de changer de rue. C'est que ça se fait en moins de 10 secondes, voire tu peux le faire dynamiquement dans ton code et changer de provider à la volée. Donc ça n'a aucun sens. Et donc la décentralisation, en général, et ça je les renvoie vers le fameux trilemme de la blockchain dont on parle souvent, c'est que si tu veux être décentralisé, ce qui est quand même leur ambition, tu vas forcément réduire soit ta sécurité, soit tes performances. Et en réalité, bon, la sécurité, ils s'en foutent, je pense, mais c'est que même les perfs seront moins bonnes. La preuve, les modèles ne sont pas meilleurs, t'augmentent en rien la rapidité, la vélocité et les performances en général, parce que de toute façon, la décentralisation ne sert à rien sur un projet comme ça. C'est inutile. La décentralisation dans Bitcoin et même dans Ethereum, elle n'a pas pour but de rendre la base de données plus efficace. Parce que Bitcoin, on peut voir ça aussi un peu comme une base de données, tu vois, un registre, un livre de registre de qui a quel token. Donc un peu comme une base de données. Bon, bah, la décentralisation n'améliore pas les performances de la base de données. Pas du tout. Elle est là pour comment dire, résoudre le problème du single point of failure. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même objectif. Ouais. Et moi, il y a un second point sur le token aussi qui me fait rire. Et ça, en fait, on peut le généraliser aux crypto en général. Tu disais tout à l'heure, en fait, c'est une sorte de Kickstarter pour leur projet. Et en fait, c'est la réalité, c'est que c'est pire que ça, mais c'est qu'en fait, en achetant une crypto, et là en l'occurrence le Tao, tu vas financer le projet. C'est vrai, tu vas Sans le savoir, hein, les gens qui achètent du Tao, on leur dit pas ça. C'est que quand tu vas au bout du bout avec quelqu'un comme Victor qui a vraiment bien étudié le projet, il te l'avoue. Mais on dit pas aux gens acheter du Tao, ça nous servira à financer des subnets de merde. C'est pas ça qu'on dit, hein. On leur dit c'est l'internet de l'IA en fait. On te dit c'est l'internet de l'IA. Ils prononcent cette phrase. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais admettons. Et surtout, ça peut se généraliser aux crypto en général, c'est souvent ça. Hein. C'est que vous financez le développement d'un projet pour d'autres gens, mais le pire, c'est qu'à la fin, vous ne vous retrouvez pas avec des parts du projet. C'est-à-dire qu'en fait, le token, généralement, ne sert à rien. Il vous est dumpé sur la gueule via l'inflation. Pour la défense de l'écosystème de crypto et pour être totalement transparent et pour dire la vérité, la raison pour laquelle les tokens ne servaient à rien jusqu'à aujourd'hui, c'était parce que la SEC faisait en sorte que si ton token sert à quelque chose, alors tu es requalifié en securities. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui auraient rêvé en fait de faire des tokens qui servent en fait à quelque chose. On pourrait imaginer que le token du machin qui fait les poules de liquidité là, merde, comment il s'appelle déjà? Uniswap. Uniswap, voilà. On pourrait imaginer que donne à ces investisseurs une
une part des frais prélevés sur les swaps. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait imaginer tout un tas de choses comme ça. On pourrait imaginer des modèles économiques où le token sert effectivement à quelque chose et est en quelque sorte une nouvelle forme de capital risque. Ça serait possible de le faire. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible. Jusqu'à janvier dernier, avec l'arrivée de Trump et le limonage de Gensler, c'était pas possible. On peut pas vraiment leur reprocher ça. Mais bientôt, on va pouvoir. Parce que maintenant, c'est plus le cas. Donc allez-y, les gars, faites-nous des nouveaux modèles économiques intéressants. Moi, je suis pas humaniste dans le sens où je juge sur pièce, tu vois. Pour l'instant, tout est de la merde, c'est pas de ma faute. Si un jour il y a quelqu'un qui propose quelque chose d'intéressant, je veux bien changer d'avis et je changerai d'avis instantanément. Y a pas de problème. Mais tu l'as dit, du coup, en fait, ils l'ont pas fait parce que c'était pas possible, parce qu'en fait, le projet est pas décentralisé. C'est que, en fait, il fallait qu'ils attendent l'aval de la justice et de l'appareil C'est étatique. pas que le projet est pas décentralisé, c'est que la personne humaine habite à un endroit, tu vois. L'entrepreneur. C'est pas décentralisé. Le système Non, fonctionne parce qu'il y a des gars qui sont non, attaquables. mais Uniswap, ils ont des bureaux à New York. Je veux dire, c'est pas décentralisé. Mais c'est pas grave que ce soit pas décentralisé. Encore une fois, ça sert à quoi la décentralisation? C'est pas le but, c'est sûr. Le but, c'est qu'ils fournissent un service sur la blockchain que des gens ont envie d'utiliser très bien, tu vois. Tout le monde est libre, ils l'utilisent, c'est cool. Eh ben, ils n'ont pas le droit de rendre leur token utile. C'était quand même pas normal, tu vois. C'était comme une injustice. Peut-être une injustice ou pas une injustice, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je trouvais ça pas normal. C'est bien que des nouveaux modèles économiques soient essayés, quitte à ce qu'ils échouent. C'est pas un problème, ça. Après, ouais, c'est vrai que nous, on tape souvent même sur la réelle utilité, parce que pour moi, au-delà du fait que ce soit utilisé, par exemple, les Uniswap, les AV et compagnie, en fait, pour moi, on croit que c'est utilisé parce que c'est utile, mais l'incentive initial sur laquelle repose tout ce système, c'est les stablecoins, c'est le dollar et c'est le fait que ce Oui. soit une monnaie fiat et de la dette. Donc en vrai, tout cet écosystème qu'on est en train de créer et qu'on décentralise, en fait, on est juste en train de s'émerveiller de MNBC privés qui permettent de monétiser la dette américaine, C'est ça. ce qui est quand même une merde en soi, hein. Moi, on peut appeler ça de l'innovation. Dans le système fiat, c'est une innovation, mais ça reste empiler de la merde sur de la merde, hein. Je trouve que les gens s'émerveillent beaucoup, mais en fait, tu retires les stablecoins et tu retires le dollar américain, la DeFi ne sert à rien. Absolument. Ou en tout cas, il reste 2-3% de mecs qui font joujou, mais ça disparaît. Donc même pour ça, c'est pour ça que même nous, tu me dis Uniswap, oui, dans le contexte actuel, c'est utile, il y a des utilisateurs, AV, c'est pareil, mais en vrai, Non, mais même fondamentalement, si tu veux, la tech stack de la finance traditionnelle, il y en a une partie écrite en COBOL. Je sais pas si tu vois le délire, tu vois. Et des machins fondamentaux qui peuvent pas tomber en panne parce que si ça tombe en panne, les mecs n'en dorment pas la nuit en fait. Tu vois. Donc évidemment que leur tech stack a besoin d'être modernisé. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de crypto de Solana par exemple? On parle de fintech. Donc du coup, bon, moi je veux bien qu'il y ait de la fintech. Je veux bien que les évolutions de la fintech soient nécessaires en fait. C'est nécessaire de faire évoluer la fintech. C'est tellement de la merde, leur truc. C'est- Comme on dit, c'est le fameux pig with lipstick, tu vois. C'est vraiment horrible. Donc, moi, je veux bien qu'ils fassent des évolutions de fintech, etc., etc. Mais, comment dire, on va pas nous dire que c'est la nouvelle économie de la liberté décentralisée, je sais pas quoi, mes couilles. Ça, c'est Bitcoin. Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir et c'est pas pour autant que ça ne doit pas exister ou qu'ils peuvent pas avoir de modèle économique basé sur des tokens s'ils ont envie d'essayer ce genre de modèle économique. Moi, je suis pas contre les tentatives entrepreneuriales ou les tentatives de modernisation de la tech en général. C'est juste simplement le discours est trompeur sur qu'est-ce que c'est. Mais tu peux investir dans Solana si tu as l'impression que ça va être l'infrastructure de demain pour remplacer la vieille infrastructure bancaire. Moi, ça me dérange pas, tu vois, que tu fasses ce genre d'investissement. Et viens pas me dire que Solana est plus décentralisé qu'Ethereum, mais moins que Cardano ou je sais pas quoi. Bon, en l'occurrence, la phrase que je viens de dire est parfaitement fausse en plus. Mais bon, peu importe, tu vois, qu'elle soit enfin, je veux dire, viens pas, remplace les mots, mais les dans l'ordre si ça te fait plaisir, si ça te choque ce que je viens de dire. Mais grosso, on s'en fout que ça soit plus ou moins décentralisé. C'est de la fintech. Voilà. Et qu'on vienne pas me dire aussi que un stablecoin USDT, ça sert à rien. C'est pas vrai. Moi, j'utilise tous les mois. Tous les mois, j'utilise pour payer des gens en Amérique du Sud, en Middle East, etc., etc.
ça sert à quelque chose. Le système bancaire est tellement nul que les gens veulent se faire payer en USDT. En USDT. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'autre jour, j'ai voulu payer quelqu'un au Maroc. J'ai envoyé 5000 balles. Non, j'ai envoyé 15 000 balles. Les 15 000 balles sont bloquées dans une banque intermédiaire. Ça fait 2 mois. Et ben en USDT, il serait pas bloqué. Tu vois. En Bitcoin encore moins. Tout le monde veut pas accepter Bitcoin pour le moment. Bon, c'est comme ça, tu vois. Ils veulent des USDT. Je m'en fous, moi. Tu vois, je leur donne ce qu'ils veulent. Qu'on vienne pas me dire que ça sert à rien. C'est pas vrai. Ça sert à un truc. Mais c'est de la fintech. Et oui, c'est capturé par les États-Unis. Bon, je l'ai suffisamment démontré. J'ai fait des vidéos pour expliquer pourquoi Ethereum était à 100% capturé par les États-Unis et les autres blockchains en fait, toutes les blockchains qui contiennent des stablecoins, du fait du single point of failure qui est l'entreprise physique et les fondateurs des stablecoins font, et comme tout, tu l'as très bien dit, repose sur cela. Bon, bah, tout est centralisé et contrôlé par les États-Unis, Janet Yellen à l'époque, et aujourd'hui une autre administration. Mais on s'en fout. Je veux dire, si tu n'es pas aveuglé par qu'est-ce que c'est pas forcément, c'est quand même une amélioration par rapport au système bancaire, en fait. Non, mais je pense que tu as assez bien résumé la position qui, je pense d'ailleurs, les gens ont cette image de nous où on est contre tout ce qui n'est pas Bitcoin en se revendiquant maxi. C'est juste qu'on parle pas de la même chose. C'est que vraiment, il y a deux écosystèmes. Il y a Bitcoin et il y a le reste. Et le reste, bah, c'est la finance traditionnelle. Il y a des innovations qui se font d'une façon ou d'une autre. Il y a qu'une seule app, hein. Il y a qu'une seule app utile dans les cryptos enfin, non, c'est pas vrai. Il y en a 3. Il y a 3 apps utiles dans le monde des cryptos. Alors, je dis ça sur une chaîne de maximalistes, je vais pas me faire réinviter, certainement. Mais il y en a 3 qui sont utiles, quand même. C'est, le stablecoin, c'est utile, ça sert à payer des gens. Pour de vrai, moi, je l'utilise. Donc, on va m'expliquer que c'est inutile, ça va être compliqué. Moi, c'est utile. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec Bitcoin, c'est juste une autre type de fintech capturée par les États-Unis. Donc il y a ça. Il y en a une deuxième qui est utile, c'est Polymarket. Il se trouve que ces espèces de baiting Web3, là, il y a plein de gens qui veulent utiliser ça. Je sais pas exactement pourquoi c'est mieux ou moins bien que les plateformes de baiting traditionnelles, parce que je n'utilise ni les plateformes de baiting traditionnelles, ni les plateformes Web3, donc j'ai du mal à le comparer. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que ça a l'air populaire. Je pense que c'est populaire juste parce que c'est pas la loi s'y applique beaucoup moins et que c'est beaucoup moins réglementé, donc plus facile d'accès aussi. Bon, si ça fait disparaître un peu l'État, ça a du coup une utilité. Mais bon, ouais, voilà. Donc je suis pas un spécialiste du sujet, mais ça a l'air un peu utile. Et puis il y a un casino en ligne là, PumpFun, là, le machin de Solana qui génère un shitcoin toutes les 2 secondes. Tout le monde sait que c'est de la merde et que ça sert à rien, mais les gens viennent jouer au casino parce que ça les fait rire. Avec des situations assez dramatiques, bah, comme dans tous les casinos, il y a des gens qui perdent leur économie, etc., etc. Pour l'instant, c'est que ça, les trucs utiles de la crypto, j'en vois aucun autre en fait. Il y en a pas d'autres. Si tu peux faire travailler des stablecoins, bon, sur des plateformes, voilà. Ouais. Le bilan est pas formidable. C'est Il surtout y a Bitcoin, que. quoi. De quoi? Non, il y a Bitcoin, c'est quand même déjà pas mal. Oui. Ouais, mais c'est autre chose, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est un autre projet, c'est un autre univers en fait. Il y a que Bitcoin en fait. Dans sa catégorie, il y a que lui. Enfin, si, il y a peut-être Monero, voilà. Bon, en ce moment, ils sont un peu. Bon, après, je crois que c'était pas mal de FUD, mais il y avait eu quelques débats sur Monero qui est en train de se faire soi-disant attaquer à 51%. Non, mais il a affiché ça. C'est un mec qui a fait une page web là en PHP ou en React. Moi, ce qui m'a fait assez peur là-dessus, c'est là où ça a révélé, je citerai pas de nom, c'est le nombre de médias crypto et de pseudo-influenceurs qui ont relayé ça instantanément pour dire alerte rouge, Monero sous 50, attaque à 51%. Et c'est vrai qu'il s'avère. Enfin, j'avais vu passer que. J'y croyais pas vraiment, mais si tu me le dis, je te crois, que c'était juste en fait une page web statique qui est rien connectée à rien du tout. J'ai pas dig énormément, mais Je trouve que Cryptomancien a dig l'affaire et que je le connais, je discute souvent avec lui, c'est quelqu'un qui est fiable. Je lui fais plus confiance à lui qu'à Crypto Média mes couilles, tu vois. Crypto Média Random numéro 122, je fais moins confiance qu'à Cryptomancien. En parlant de relayer et d'IA, il y avait notre troisième sujet, c'était Luc Julia,
Ouais. qui lui aussi enfin, a un sujet été marrant. beaucoup relayé par la presse française et étatique surtout, hein, toutes les chaînes publiques françaises. Et je sais pas si les gens le connaissent, mais nous, on avait fait une vidéo sur lui il y a déjà au moins un an. On réagissait à une de ses interventions, parce qu'il fait beaucoup de présentations, de speech. Je crois qu'il en parlait, il en faisait à peu près 150 par an, donc 3 par semaine, ce qui est énorme. Et donc, en fait, tout son business est basé là-dessus, je pense. Et, et en gros, il y a une vidéo là qui est sortie, c'est quoi, il y a 2 jours, d'un gars, faudrait que je retrouve son nom, où Monsieur Phi. Monsieur Phi, où en fait il le défonce. Il fait toute l'analyse et un peu il va aller fact-checker tout ce qui s'est passé. Et parce qu'en fait lui il s'est fait connaître et il a créé tout son branding autour du fait qu'il serait le créateur, co-créateur de Siri. Bon, c'est déjà ce qui laisse à. Est-ce que tu peux être fier d'avoir fait Siri? Bon, c'est quand même une des plus grosses boîtes du monde. C'était un peu le premier agent, mais voilà, on voit ce que ça a donné. C'est quand même une sacrée merde aujourd'hui. Ça a jamais éclos. Genre, je connais personne qui utilise Siri quasiment. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu le pape français de l'IA parce que voilà, il aurait co-créé Siri. Et en fait, quand tu creuses déjà le truc, c'est quasiment que du vent. Il y aurait juste, en fait, il aurait été, je sais plus, 11 mois à la tête du machin. Et puis en fait, il ment un peu sur tout. Ses explications sont bidons à chaque fois sur l'IA. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo, c'est intéressant. Et, Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut faire un florilège un petit peu des titres, parce il y a 1 milliard de vidéos avec lui sur Internet, et il y a les titres des vidéos, elles sont assez marrantes. Donc les titres, alors bon, c'est de la philosophie de très haut niveau, comme par exemple, il faut arrêter de dire des conneries. Hmm. Heureusement qu'on avait un expert en IA pour nous l'expliquer, ou alors encore, l'intelligence artificielle n'existe pas. Ou encore, l'intelligence mais artificielle, ce n'est que du bullshit. En fait, c'est le titre de son c'est livre, en fait. C'est un... comme ça qu'il s'est fait connaître. Pardon? En fait, c'est le titre de son livre qui l'a fait connaître. C'est l'intelligence artificielle n'existe pas. Puis après, il a sorti le second volume. C'est l'intelligence artificielle n'existe toujours pas. Bah, Et pour ça, il sert là-dessus. je pense que aussi l'intelligence artificielle, la technologie en général, génère de l'anxiété, énormément d'anxiété, notamment chez les boomers. Et donc, du coup, euh, là, on a un espèce de type là qui vient de nous dire qu'en fait, enfin, qui a un côté, qui a un côté rassurant, puis qui a un côté aussi qui ressemble physiquement à un espèce d'animateur de MJC, tu vois. Donc, on est bon, quoi. Ouais, et Ouais. puis moi, ce qui me terrorise avec lui, et pour être tout à fait honnête, et je crois que je l'avais dit dans notre vidéo réaction à ce monsieur, parce qu'il avait osé parler de Bitcoin, et pour le coup, le problème, c'est que il maîtrisait vraiment pas le sujet, donc c'est cette vidéo dont on parle. C'est que moi, la première fois que je l'ai découvert, et c'était sur la chaîne de Micode sur Underscore, où il était passé, et Micode lui avait donné du crédit. Alors je pense que maintenant, s'il se revoit, il a dû le supprimer et faire un mea culpa, parce que effectivement c'est une fraude. Ouais, bah, en plus, moi, je trouve que Moi, Micode, il fait plutôt du très bon boulot, donc je sais pas, on peut tous faire des erreurs, on peut tous faire des erreurs. c'est pour ça que je pense vraiment que si demain on lui en reparle, il dit oui, j'ai fait une connerie, il m'a embobiné, et il m'a embobiné. Et c'est pour je voulais revenir à ce point-là, c'est que moi, il m'a embobiné. Et je me souviens, je crois que c'était à toi, Victor, à l'époque, j'avais dû t'envoyer ces vidéos. Je suis sûr que si on remonte nos conversations, j'avais dit putain, il est énorme, lui, je le kiffe, parce Ouais. que le mec parle super bien. Tu l'écoutes, tu sais, t'as ton cerveau qui est branché à 20%, ça passe comme une lettre à la poste. Mais c'est C'est surtout vraiment. qu'il parle avec un aplomb et une façon Bah, d'être totalement sûr de ce qu'il dit. Et c'est très fort. il a misé toute sa carrière sur l'argument d'autorité. Voilà. Mm, Bon, c'est ça. ça vaut ce que ça vaut. C'est pas ça marche, hein. Ouais, mais en vrai, en fait, si tu regardes objectivement en plus son CV, si tu suis un peu son parcours, tu te dis bon, il a inventé Siri, c'est de la merde. Tu vois après les boîtes par lesquelles il est passé, il fait jamais long feu. Et le mec est directeur de l'IA aujourd'hui chez Renault. Renault IA. T'as envie de te dire quand même, à chaque fois, ça ressemble à des flops ces expériences. Et en vrai, ce qui serait hyper intéressant, je sais pas si c'est encore si on a
pour l'instant, c'est d'avoir des retours de gens avec qui il a bossé. C'est des gens qui ont été dans son équipe, qui l'ont côtoyé au quotidien. Parce que moi, ce qui me paraît assez fou, c'est que les énormités qu'il balance, c'est un mec qui a jamais bossé dans l'IA, en fait. Ou alors il bossait sur des sujets connexes. En tout cas, le sujet des LLM, il a rien compris. Ouais, Parce que dans la vidéo, Monsieur Phi il soulignait des points intéressants. C'est que, par exemple, un truc quand même assez de base sur les LLM, c'est que il va te sortir, il confond paramètres et données d'entraînement, qui sont quand même deux choses qui ont strictement rien à voir, et que quand il te décrit un LLM, il te le décrit comme une base de données. Il te dit, en fait, c'est une base de données dans laquelle on va chercher des trucs. Et te dire, bon, c'est fou, hein, d'être à ce point incompétent. Hein. C'était que il n'a rien compris à la tech. Hein. et c'est ça qui me fait flipper, c'est que tu peux pas, pour moi, être un ponte de l'IA et faire l'impasse sur les LLM, surtout en 2025. En 2023, quand il le faisait, c'est déjà honteux, mais là, en 2025, c'est une folie. C'est que normalement, n'importe quel techno moyen, tu demandes même à ChatGPT comment il fonctionne, il te l'explique en 5 lignes comme pour un beau gosse de 5 ans, et ok, t'as à peu près compris. C'est que lui, il a même pas compris ça. Il propage de partout, et ça, c'est le truc le plus flippant, son fameux chiffre, et bon, je spoil un peu le contenu, mais que, en fait, l'IA, en général, hein, il y a un bruit incompressible de 36% de mauvaises réponses. Donc en fait, 64% de ce qu'une IA dit est forcément est vrai, mais il y a toujours 36% de bruit qui est faux. Mais affirmer ça et prétendre avoir compris comment ça fonctionne, c'est complètement débile. Ça veut dire que peu importe la question que tu lui poses, il y aura un tiers qui est faux. Donc tu lui demandes une phrase, quelle température il fait aujourd'hui. Encore une fois, c'est un discours qui est designé, qui est pensé, qui est fait pour rassurer les boomers, en fait. Ils ont besoin de penser que, par exemple, ils ne pourront pas, enfin, certains jobs ne pourront pas être remplacés par l'IA parce que c'est anxiogène. Donc lui, il a construit un discours qui correspond à ce besoin d'évacuer l'aspect anxiogène de la réalité. Donc plutôt que d'expliquer aux gens, c'est très bien que certains jobs vont être remplacés par l'IA, parce que eh bien ça va augmenter la prospérité d'absolument tout le monde dans la société, y compris des plus pauvres et surtout des plus pauvres. En fait, le gain marginal va être sur les plus pauvres, c'est absolument certain parce que c'est le cas de toutes les innovations précédentes. Et tous les discours qui viennent à expliquer le contraire, tous les gens qui ont une autorité et qui expliquent le contraire, ce sont soit des idiots qui répètent un discours qu'ils ont entendu précédemment, soit des entrepreneurs de la tech qui cherchent à lever des fonds. Donc ils vont rendre la mariée plus belle qu'elle n'est. Genre, notre technologie est tellement disruptive que ça va générer un collapse sur l'humanité. Voilà, on va peut-être être obligé de passer au salaire universel tellement notre technologie, elle va révolutionner tout. Ça, c'est un discours de mec qui est face à des VC et qui veut leur faire cracher du pognon, tu vois. Alors eux, ils se disent, ah bah attends, il faut absolument que j'en sois, je peux pas laisser passer une telle opportunité. Tu vois, c'est des discours de vendeurs. C'est tout. Maintenant, tu as des mecs qui y croient vraiment parce qu'ils sont un peu bredins. Et puis, et puis tu as d'autres mecs comme Julia là qui ont eux qui se disent ouh là là attends il y a des gens qui sont anxiogènes. Généralement quand il y a des gens anxiogènes, il y a un biais à faire. Il y a vraiment un biais à faire. Dès que les gens ont peur, voilà, si tu es l'élément qui vient faire disparaître leur stress, tu vas vendre des livres, ça c'est clair. Donc il a pris ce créneau-là dans ce business-là. Tout cela est très naturel, ça a été vu et revu à bien des. Enfin, je veux dire, on s'est pas dit, enfin on se l'est peut-être dit d'ailleurs, j'en sais rien, mais on s'est pas dit, mais que vont devenir les ramasseurs de crottes de chevaux dans Paris si les chevaux disparaissent au profit de l'automobile? Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas. C'est bien que des gens puissent faire autre chose de leur journée que ramasser des crottes de cheval, parce que c'est pas forcément ni agréable, ni énorme en termes de valeur ajoutée. Ils feront autre chose. Là, Ouais. si tu veux, quand il a fallu remplacer les gens qui vendaient leur énergie mécanique, leurs bras pour travailler, et qui ont été remplacés par des machines-outils ou des robots de manière générale, il
il y a, c'était moins émouvant ou c'était moins vexant peut-être pour l'ego que de se dire, bah, il y a des gens, finalement, leur puissance cognitive peut être remplacée par une machine. Mm. Bah oui, enfin, c'est pas la première fois dans l'humanité, hein, quand le tableur Excel a remplacé les armées de gens qui faisaient ça à la main, bah, c'était plutôt positif pour l'humanité, puisque faire des calculs comme ça, abrutissant toute la journée, bah, c'est peut-être mieux de le faire par un tableur Excel. Mm. Ah, et c'est pour ça que moi je rejoins un peu ton point, mais j'aimerais rajouter quelque chose sur le fait qu'il parle aux boomers. Pour moi, il parle à tous les anxieux en général et même les jeunes, hein. Et je pense que Ouais, moi, mon ouais, moi non, mais d'il y les a... boomers mentaux, je veux dire, ouais, tu as raison de le préciser. Donc non, mais tu vois, je me suis peut-être vu dans cette situation il y a 5 ans, en plus en pleine étude en école d'ingé, où t'es un peu... tu sais, tu peux avoir des anxiétés et te dire, putain, je vais pas avoir de boulot, il y a peut-être l'IA qui va arriver, ça va me remplacer, tu sais, bon, on Ouais, n'était pas encore construit, et puis j'avais pas découvert Bitcoin, donc j'étais pas encore assez malin. Et bah il y a un mec comme ça qui arrive, qui te rassure, en plus qui passe chez Micode, pour le coup, moi je le suivais de fou. Il passe chez lui, il t'explique ça dans un grand calme comme ça. Il y a sa figure d'autorité qui est démultipliée par les figures d'autorité autour de lui, du fait de l'émission sur laquelle il passe, du ouais, fait ouais. que j'ai une foi religieuse en Micode, et que bah tout ça combiné, son discours, moi, il est passé, mais voilà. Et encore aujourd'hui, je pourrais quasiment te citer certaines de ses punchlines tellement c'était bon, et j'étais Ah, bien. mais, Et tu ah, fais mais de toute toutes ces... façon, il y a personne qui réussit s'il n'est pas bon, hein. Lui, il a réussi parce que c'était le meilleur dans son domaine. Voilà, il est très bon. C'est Hum. tout. Ouais, bon, le problème, c'est que son domaine, c'est pas l'IA, malheureusement. C'est ça le plus triste. C'est comme dans le domaine des shitcoins, c'est les meilleurs shitcoins qui réussissent. Enfin, mais les meilleurs, quel est le critère pour être le meilleur? Bah, celui qui vend le plus de rêves, en fait. Voilà, c'est tout. Et puis non, et ce qui est flippant, et c'était ce sur quoi on voulait conclure, c'est le fait que il a siégé, donc comme je vous montre à l'écran, dans un comité de l'IA nommé par le gouvernement. Il a été auditionné comme expert mondial par le Sénat sur l'IA, et ça, ils en parlent très bien dans la vidéo qu'on a mentionnée. Donc en fait, ce monsieur, qui est une fraude, est mandaté par les gens qui captent notre 60% de tout ce qu'on gagne pour décider des politiques publiques sur l'IA. Donc après, vous vous étonnez pourquoi la France n'est pas un fleuron de l'IA. Bah en fait, peut-être que ce genre de décision influe dessus, parce qu'en fait, on fait appel à des idiots, mais d'un niveau. Enfin, c'est assez. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Le mec a la connaissance sur l'IA du français moyen, hein. Vraiment, quand tu l'écoutes, c'est très limité. Et je Ouais, trouve ça hyper flippant qu'un mec comme ça se retrouve aussi haut, hein. Oui, ça se trouve, t'as il pas a la même pas vision. pris il a même pas pris le temps de bachoter un petit peu pour Ah. avoir l'air meilleur. Parce que de toute façon, il s'adresse pas à des gens qui connaissent quelque chose en IA. Il s'adresse vraiment à des gens qui ont peur de l'IA, quoi. Voilà. Hmm. Non, mais de toute Les façon, mecs de l'Assemblée nationale, tu vas, enfin, il y a plein de vidéos, il y a des célèbres vidéos où on voit leur incompétence sur tous les sujets techniques ou technologiques liés à l'Internet, liés à l'informatique en général. Sur l'IA, ça doit être aussi catastrophique que sur le reste. Donc, Mm. lui, il s'adresse à eux. Il n'a mais pas ça se besoin trouve, d'avoir des compétences. ça se trouve, c'est l'État qui l'a mis en avant parce que au final, c'est une super technique pour réduire le stress de la population face à ce qui va se passer avec l'IA. En fait, on a juste pas la vision, ils ont un coup d'avance sur nous et ils ont vu que bah, ce gars-là, c'était un crack pour diminuer le taux de stress vis-à-vis du changement qui arrive avec l'IA. Mais ça, C'est ça, ça, possible, hein. c'est une sous-théorie. Et surtout, moi, du coup, là, pour faire le parallèle même avec Bitcoin, c'est que donc, nous, quand on avait fait un debunk c'était dans une, en fait, je crois que c'était en fin de conférence, quelqu'un lui pose une question sur Bitcoin, et il est parti dans un laïus de 10 minutes sur Bitcoin où il a sorti, et c'est très rare, tous les poncifs, sans exception quasiment. Il a pris tous les poncifs sur Ouais, il Bitcoin, bosse bien. et il est allé à les 2 pieds dedans, donc ça pollue, c'est lent, tout, il a tout fait. Donc c'était une excellente vidéo, et franchement, c'était bon à Il l'époque. nous a sorti le terrorisme, tout, quoi. Ah oui, oui. C'était prodigieux. À l'époque, on faisait pas assez de vues pour elle ait explosé, mais franchement, allez la voir. Elle est, je pense, encore d'actualité. Et pareil, en fait, là, il s'adressait à des gens, je pense aussi un peu de base anxieux parce qu'ils venaient écouter une de ses conférences, qui étaient aussi anxieux sur Bitcoin, et il leur a servi la soupe, mais les gens applaudissaient et étaient morts de rire.
Nous, on était terrifiés, on était là, mais c'est pas possible de balancer autant de conneries. Et je trouve, en fait, que Bitcoin est souvent un bon détecteur de mensonges. C'est que j'ai l'impression que quelqu'un qui ment et qui dit de la merde sur Bitcoin, comme nous, c'est un sujet qu'on a poncé, s'il commence à dire de la merde là-dessus et que tu commences à poncer d'autres sujets desquels il parle, tu peux assez facilement te rendre compte. Et j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Et lui, en tout cas, c'en est le révélateur. Ouais, alors aussi, il y a des gens qui sont compétents sur leur sujet, mais qui ne savent pas dire, quand on les interroge sur un truc sur lequel ils y connaissent pas trop, qui ne savent pas dire, ouais, non, ça, j'y connais rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, c'était le cas, par exemple, d'Idriss Aberkan, qu'on avait repris à la volée sur Bitcoin, qui en avait parlé et qui avait fini par dire oui, pour acheter du Bitcoin, tu les mets sur ton MetaMask. Et là, on s'était dit, oula, Bitcoin sur MetaMask, c'est pas le premier À truc. l'époque, Ouais, ça n'existait pas. Maintenant, c'est possible, mais Ouais, bon, à c'est l'époque, possible. c'était Bah, vraiment c'était pas la pas possible référence. à l'époque, et il avait pas mentionné du wrap BTC sur Ethereum, quoi. Ça semblait vraiment être un raccourci, et puis il avait quelques trucs qu'il avait pas compris. Et par exemple, et je pense que c'est l'illustration parfaite du phénomène de je sais tout, donc j'en parle, mais en vrai, je sais pas vraiment. Et il s'avère que après il en a reparlé, et en vrai, il est plutôt bien renseigné sur le sujet. C'est juste que, bah voilà, à l'instant T, on lui a demandé, il osait pas dire je ne sais pas, et il s'est foiré. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, bah, Aberkan, je pense qu'il dit pas exclusivement des conneries, mais lui, Julia, j'ai l'impression que c'est voilà, exclusivement des conneries. Moi, la première fois qu'on m'a conseillé de le regarder, on m'a envoyé une vidéo de 2h30. Et donc du coup, je n'avais pas le courage de regarder tout en entier instantanément parce que je savais pas si le bonhomme était intéressant ou pas, tu vois. Et donc j'ai cliqué au hasard dans la vidéo et j'ai pas eu de chance ou j'ai eu de la chance, je sais pas. Mais je suis tombé dans la vidéo et il nous dit oui, donc d'accord. Donc du coup, Jakarta, la capitale de la Malaisie. J'ai fait oula, ok. Instantanément, tu vois. Je suis c'est qui ce type? Tu vois, et je pense que tout simplement, sa langue a fourché. Parfois, tu dis un mot à la place d'un autre parce que tu penses pas le bon. Mais j'ai renvoyé la personne qui m'a envoyé le lien. J'ai dit, tu fous le mec, tu m'envoies cette merde, tu vois. Alors que ça se trouve, il peut avoir peut-être des propos intéressants par ailleurs. Je suis pas un exégète d'Aberkan. Je sais pas à quel point il est bon ou mauvais en général. Ouais, moi je suis partagé dessus. C'est que le problème, c'est qu'il parle de tellement de choses que bah moi, j'ai pas la prétention d'avoir suffisamment de connaissances sur tous ces sujets. Malheureusement, quand il a parlé de sujets que je maîtrise a priori mieux que lui, il en avait mal parlé. Donc je me dis, bah le problème, c'est que si chaque expert de chaque domaine a la même réflexion que moi sur tous les sujets, c'est un peu flou. Enfin, c'est foireux. Mais après, je pense que c'est surtout plus le phénomène que tu disais, c'est qu'il n'ose pas des fois dire qu'il sait pas. Et il s'avère que bah, des fois, tu sais Ouais, pas. ça veut pas dire qu'il est pas pertinent sur le reste, mais nous, on peut pas, du coup, on peut pas inférer pour savoir son niveau de pertinence sur les sujets sur lesquels on n'est pas compétent. Ouais. Ça, c'est compliqué. Si quelqu'un fait de la vulgarisation et qu'il est pas exactement précis, mais que c'est pas trop de la merde, je sais pas. Faut voir. Bah après, c'est même de manière générale, et on va conclure là-dessus. C'est de multiplier ses sources et de jamais croire quelque chose qui vous est dit par un être humain comme nous, ou même une IA, sur parole, de faire ses propres recherches et arrêter d'être con et de croire religieusement ce que quelqu'un vous dit, que ce soit Luc Julia, que ce Surtout quand il s'appelle Luc Julia. soit quand c'est lui, mais même quand c'est nous, il y a des gens des fois qui prennent pour argent comptant ce qu'on dit, on n'est pas des machines, on doit se tromper assez souvent, et c'est ok, tu vois, on transmet de l'information, on transmet pas la vérité. Donc voilà, faites attention. On a quand même le droit de raconter des conneries. On est français, merde. Tu m'étonnes. Bah, en tout cas, merci pour ce. Il y a une expression qui résume quand même bien ça, je trouve, c'est kill your heroes, genre tuer vos héros. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait très régulièrement. Ouais. Parce qu'on a tendance à se créer des figures d'autorité qui vont guider notre vie. Et puis, on base un peu tout là-dessus. Et en fait, on se rend compte que c'est des. C'est pour sauver de l'énergie aussi, hein. Parce que si tu devais devenir un expert de chaque domaine dans lequel tu dois prendre une décision ou te faire une opinion, c'est à ce moment où tu peux pas. Tu peux pas. mais- Donc, tu es obligé de fonctionner avec des a priori, même si c'est pas le top, voilà. Tu es obligé de fonctionner avec des figures d'autorité. Tout ça, c'est pour sauver de l'énergie, en fait. Non, je suis d'accord, mais c'est juste qu'en fait, il y a une sorte de différence entre essayer d'aller chercher de l'information de ces personnes-là
Et puis d'un coup, en fait, croire religieusement parce que voilà, Ouais, c'est ça, on t'a c'est dit que c'était le meilleur, tu vois. C'est le pape de l'IA, donc je vais le croire, tu vois. Mmh. Alors que c'est même pas un moine. Mm. Bon, et bien sur ce, merci Laurent pour ce moment. Merci à vous deux. On s'est bien marré. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça c'est important, de commenter une à plusieurs fois pour nous dire que vous avez apprécié. Vous voulez faire un commentaire, faites un mot par commentaire. Voilà, comme ça fera plein de commentaires. Non, mais n'hésitez pas en tout cas à poser des questions. C'était assez dense. On sera un plaisir d'y répondre, de la partager. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, très certainement, pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao, ciao.